Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast donc on a intitulé Les aventures de la princesse Léonard. Je suis avec Clémence. Salut. Et moi c'est Donna. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire Clémence dans ce podcast ? On va faire des rétrospectives, donc choisir une personnalité intéressante Du cinéma. Et donc on va retracer un petit peu sa carrière, les films, l'histoire personnelle de cette personne, comment est-ce que ça a pu impacter les films que la personne a fait, etc. Donc ce sera des réalisateurs, des acteurs, réalisatrices, actrices. Peut-être qu'on pourra un peu sortir aussi de ça, faire des chefs-op, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant on part là-dessus. Oui, et peut-être un jour sortir des rétrospectives aussi, enfin, on se laisse une liberté, mais l'idée c'est de parler de cinéma, de découvrir des films ensemble, d'essayer d'en faire découvrir, des bons et des moins bons forcément, avec un attachement au cinéma de patrimoine, à l'histoire du cinéma, puisqu'on a tous les deux dans notre travail des approches historiques, et puis des approches sur des choses qui forcément nous parlent, donc un intérêt pour les cinémas populaires, même si là on verra avec cette première rétrospective qu'on va naviguer un peu autour de ce terme, parfois s'en éloigner un petit peu, et forcément des choses qui nous intéressent, un cinéma de qualité, mais quand même populaire. On va commencer avec principalement du cinéma français, mais on va aussi explorer d'autres cinématographies, d'autres périodes historiques. On se laisse une liberté plutôt large. Et donc, de quoi on va parler pour ce tout premier podcast? Alors donc on l'a dit, cinéma français, et donc là on a décidé de s'intéresser à Denis Lavant, donc un acteur fantasque s'il en est. Alors déjà Donna, est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi est-ce qu'on a choisi cette personne pour notre premier épisode? Ce serait intéressant quand même. C'est un acteur, déjà c'est un acteur intéressant, c'est un acteur qui nous intéresse depuis un moment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. C'est un acteur, il y a des films qu'on avait déjà vus, il y a des films qu'on a beaucoup aimés tous les deux, qui ont marqué notre cinéphilie, et c'est un acteur qu'on retrouve là quand on va au cinéma ces dernières années, même s'il est un peu rare, on le voit quand même dans des films qu'on a plutôt aimés ces derniers temps, dans des petits rôles, et donc ça nous a donné envie d'interroger sa carrière. Moi je pense dans les questions qu'on va se poser, il y a comment il est arrivé aujourd'hui à avoir cette place un peu étrange d'être un acteur très connu, de rôles très petits. Et ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est de se demander comment cette carrière s'est construite. Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu la tentation d'être un jeune premier ou un premier rôle de plein pied de cinéma, parce qu'il a eu des premiers rôles et des premiers rôles marquants. Ça va être assez intéressant, et l'autre chose intéressante à voir en faisant cette filmographie, c'est que c'est une filmographie, alors je vais pas brûler les étapes, mais qui fonctionne beaucoup sur des échos, sur des miroirs, sur des boucles. Évidemment, voilà, on peut le dire dès maintenant, parce qu'on va en parler dans ce premier épisode, c'est lié aussi à la carrière de Léos Carax, qui est un cinéaste qui fonctionne énormément en clin d'œil, en écho et en autocitation, et qui va beaucoup faire tourner Denis Lavant, mais c'est aussi lié à un certain cinéma d'auteur qui justement s'auto-référence, et du coup Denis Lavant il se retrouve en tant qu'acteur, en tant que corps, à incarner ces échos, incarner une image. C'est une image du cinéma français aujourd'hui, Denis Lavant, plus que les films finalement. Et donc c'est intéressant, je pense, de revenir sur les films. Après, il y a aussi un enjeu un peu personnel, parce que pendant longtemps, j'ai pu dire que Denis Lavant était mon acteur préféré. Oui. C'est lié aussi au fait que, en tant que jeune cinéphile, j'ai beaucoup aimé la filmographie de Léos Carax. Donc forcément, ça a été attaché. Mais donc voilà, je voulais réinterroger un peu, et puis il y a quand même des choses malgré tout qu'on aime beaucoup chez cet acteur. Bien sûr. Et je sais pas, toi, moi je pense quand même que la question de la corporalité va revenir beaucoup. Alors moi du coup j'ai moins de passif avec Denis Lavant, mais ça m'a intéressé quand t'as proposé qu'on inaugure le podcast avec lui, parce qu'effectivement il y a quelque chose de passionnant chez l'acteur, chez la personne, qui transcende un peu les films, je trouve. Et c'est pour ça qu'on va parler de Léos Carax et tout évidemment, mais on va pas parler que de ça non plus, parce qu'il a joué dans énormément de choses assez surprenantes, on a pu le découvrir. Je trouve que c'est un peu un électron libre du cinéma, et que son parcours reflète quelque chose de très personnel chez lui, très incarné en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Et je précise d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'on ne l'a pas dit, mais sa carrière étant très longue, on va faire ça en plusieurs épisodes, oui. Évidemment, nos rétrospectives pour les longues carrières, elles seront construites en plusieurs épisodes assez longs, parce que
que sinon on va juste passer 3 jours enfermés ici et on a un peu autre chose à faire, donc voilà. Ou alors on va bâcler les films et c'est pas l'intérêt non plus. C'est pas ce qui est voulu. Donc on va partir sur une moyenne de 3 à 5 films, 3 Ouais. à 5 longs métrages. Si on va Ouais. voir justement, il y a toute la question des courts métrages qui est en bonus, mais en gros par épisode, 3 à 5 longs métrages en C'est fonction ça. des films. Chronologiquement. Oui, de manière chronologique, donc là on va revenir sur les tout débuts de sa carrière. Et donc on peut estimer, j'ai pas fait les calculs, mais qu'on en a pour un peu plus de 10 épisodes À peu près. pour arriver aujourd'hui. Voilà, sachant qu'elle est toujours en cours. Peut-être un jour on fera une actualisation, parce que sur IMDb il a 6 projets à venir. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un acteur qui joue. Oui, il joue beaucoup. Donc on effectivement. va aller jusqu'à son actualité, jusqu'au film sorti à ce jour, ou à dans 2 mois Oui. quand on finira cette rétrospective. Ouais. Et puis voilà, peut-être dans quelques années, on fera une actualisation si on tient toujours ce podcast. Oui. Voilà, mais pour l'instant, on va aller Voilà. en un peu plus de 10 épisodes de son tout début de carrière au début des années 80 à son actualité aujourd'hui en 2025 au moment où on parle. Et donc, dernière précision à propos de... précision technique, hein. On fera aussi peut-être des petits épisodes intercalés entre les gros épisodes rétrospectifs, donc on s'intéressera à un thème ou à une carrière plus courte de, disons, 4-5 films, quoi, par exemple. Histoire de respirer, nous, de notre côté. C'est Et puis si des gens ont la bonne idée de nous écouter, qu'eux aussi puissent respirer un peu en dehors de la filmographie de Denis Lavant, Tout à même fait. si elle s'annonce passionnante. Bon, est-ce qu'on peut y aller, du coup ? Bien sûr, commençons. Alors, donc voilà, je me suis aidée de l'autobiographie, livre d'entretien, pensée de Denis Lavant, donc pour vous retracer un peu sa vie et qui il est, histoire de bien commencer sur des bonnes bases. Donc, il est né en 1961, donc dans un milieu pas du tout artistique, puisque son père était pédiatre et sa mère psychologue, sauf qu'il a été baigné donc, dans une culture légitime bourgeoise, hein, disons, de cinéma, de littérature, de théâtre. Il le dit lui-même, hein, il assume l'environnement bourgeois, et donc voilà, un milieu très cultivé néanmoins. Il a étudié donc dans des écoles d'art dramatique, le studio 34 notamment, et puis ensuite l'ENSAT, alors je prends mes notes, donc c'est l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, et aussi au conservatoire de Paris. Donc voilà, et il dit lui-même que les écoles ne l'ont pas convaincu plus que ça, parce que lui se décrit comme quelqu'un d'assez fantasque, et même d'acrobatique. Voilà, donc ça c'est un mot important qui va revenir, je pense. Il a aussi appris les arts du cirque. Lui dit que c'est plus ou moins autodidacte, qu'il fait du monocycle et du jonglage. Sa page Wikipédia précise qu'il a été dans une école, mais c'est pas très clair, donc apprendre avec des pincettes. Et donc ensuite, donc, il commence sa carrière au théâtre en jouant beaucoup de pièces classiques, du Shakespeare notamment. Et donc ensuite, en parallèle, commence sa carrière au cinéma avec Boy Meets Girl de Léos Carax, notamment, hein, parce qu'il y a eu d'autres trucs, hein, on en parlera plus en précision. Et comme j'ai dit, il joue dans des petits films, hein, que ce soit en acteur principal, en acteur secondaire ou même en silhouette parfois, donc c'est très diffus. Hein, voilà, c'est un acteur de théâtre surtout, de cinéma aussi, mais un cinéma très indépendant, disons-nous. Et je peux citer quelques-uns de ses maîtres à penser, parce que ça vous aidera sans doute à cerner le personnage. Donc vous verrez, c'est des choses très légitimes, hein, très acceptables. Ces maîtres à penser, ce sont donc Louis-Ferdinand Céline, c'est pas le plus acceptable, mais voilà. Bernard-Marie Coltès, Van Gogh, Alfred Jarry, Camille Claudel, Nijinsky, etc. Donc vous voyez, c'est très culture classique, mais c'est des personnalités assez troublées aussi. Donc ça vous donne une idée de la fascination qu'il peut avoir pour ces personnalités un peu électron libre. Il me semble, alors j'ai peut-être une bêtise, il me semble aussi qu'il a déjà cité plusieurs fois le mime Marceau. Oui, tout à fait. Comme référence pour le côté acteur. Ouais, il était très fasciné, effectivement, voilà, pour ce par côté le personnage du acteur, Marceau. et revenir à cette question de la corporalité dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ça, on n'arrête Voilà. pas de le teaser, donc... Ça va revenir. Il est déchiré entre l'amour du théâtre et le cinéma et la poésie, mais pour envelopper un peu tout ça, je dirais qu'il est surtout attiré par l'amour du jeu, J-E-U, et du jeu, du J-E, donc le fait de se mouvoir, d'exprimer quelque chose dans l'espace avec son corps, et donc ça reviendra énormément. Mais voilà, peut-être que vous avez un peu compris qui est le personnage, et peut-être qu'on peut donc commencer, Donatien. Oui, et il me semble que tu n'as pas cité le livre, le nom du livre. Non, le nom du si livre. Les gens veulent le lire. Parce que je ne l'ai pas noté. Et je n'ai plus en tête non plus. On va regarder. On va regarder, ouais. On va donc, vérifier, on l'a sous la main en plus. Pendant ce temps-là, je peux peut-être encore vous parler de Denis Lavant. Donc, dans ce livre, ce même livre, il mentionne très souvent qu'il est extrêmement fan des Enfants du Paradis. Donc le film avec Arletty de Carnet. Ça.
Marcel Carné. Il le mentionne beaucoup, hein, ce qui est pas très étonnant non plus. Et donc voilà, merci, on a le titre du livre, Échappée belle. Voilà, comme ça, si vous voulez le lire, vous avez le titre. Voilà. Alors je préviens, c'est pas du tout une autobiographie, hein, c'est vraiment les pensées de l'acteur. À la base, c'est issu d'un entretien avec une journaliste, je crois, et ça a été transposé en livre. C'est vraiment lui qui déroule sa pensée en donnant quelques éléments sur sa vie de temps en temps, quoi. C'est pas chronologique. En tout non, cas. Pas du tout. Contrairement à ce que nous on va faire, on va essayer d'être assez chronologique. On est chiant comme historien. Et assez exhaustif. Oui. Et donc, on va commencer, donc tu l'as dit, donc acteur de théâtre, d'abord au départ donc théâtre, au départ les scènes, c'est là qu'il va être repéré, alors on sait pas exactement par qui, comment, mais probablement par des directeurs de casting. Alors, il a mentionné qu'il a rencontré Léos Carax quand il était en première année au Conservatoire de Paris. D'accord. Et que là, il a lu son scénario pour Boy Meets Girl et qu'il était apparemment pas très convaincu. On va voir qu'il a obtenu des rôles avant et oui, celui-ci. C'est ça. Donc il a été repéré forcément par d'autres personnes. Mais donc voilà, d'abord au théâtre, et puis un tout premier rôle. Donc on va commencer, alors on va faire le tout début, pas complètement chronologique, puisqu'on va mettre de côté dès le début, comme un gros pack, tous les premiers films où il fait une simple apparition, une silhouette, un tout petit rôle, en tant que tout jeune comédien. Oui. Donc voilà, ce qui se développe au même moment où sa carrière théâtrale se développe. Et donc la toute première apparition qu'on a retrouvée de Denis Lavant au cinéma, c'est dans un assez gros tournage, c'est Les Misérables, donc l'adaptation de Victor Hugo, version Robert Hossein, donc c'est 1982, c'est Lino Ventura en Jean Valjean, Michel Bouquet en Javert, un énorme casting avec tout le gratin du cinéma français de l'époque, et on retrouve Denis Lavant, j'ai plus du tout le nom du personnage. Montparnasse. Donc voilà, qui est décrit dans le livre comme un petit truand, malin, beau gosse, et qui dans le film, il a quoi, une scène, à peine une scène. Bon, il a une scène et quelques petites apparitions. C'est ça, mais sans parole. Histoire de cocher le fait qu'on a mis tous les personnages du bouquin. Exactement. Mais finalement, sa ligne narrative, elle est plus ou moins terminée hors champ. Oui. Et donc du coup, il apparaît. Il a déjà un rôle, parce qu'il a un nom, et il joue dans une adaptation de Victor Hugo. Donc il y a une cohérence avec la carrière théâtrale, un petit peu théâtre classique, malgré tout, qu'il démarre à ce moment-là. Et donc, on voit déjà, il incarne un jeune homme un petit peu sinueux, donc c'est un petit criminel qui a déjà côtoyé la mort à son jeune âge, et donc déjà, voilà, il est engagé pour ce petit personnage qui lui va déjà comme un gant, en fait. Oui. Alors c'est toujours compliqué, rétrospectivement, je trouve, de voir des acteurs devenus célèbres par la suite dans leur premier rôle et se demander est-ce qu'ils crèvent l'écran, est-ce qu'on est objectif, ou est-ce qu'on est biaisé par le fait qu'on les reconnaît? Et surtout, on le cherche dans le film, quoi. Alors, on le cherche même de manière générale, sur une question que je me pose quand je vois, dans les années 70, on voit beaucoup, par exemple, les membres du Splendide dans des tout petits rôles de un garagiste qui a 2 répliques, et toujours la question, quoi, est-ce que voir Junio au clavier dans un tout petit rôle, est-ce que c'est une révélation? Absolument pas. Et je trouve que là, il se passe un truc. Ouais. Je pense que c'est pas que lui. Parce que nous, on l'a remarqué, on l'a cherché, comme dit précédemment, on a vraiment cherché son apparition. Quand on l'a trouvé, on s'est dit « Ah, c'est lui !» On l'a reconnu direct, en fait, déjà. Ce qui est pas anodin, je trouve, mais surtout le film étant, je trouve, très beau. Ça le met d'autant plus en valeur, là où dans peut-être un film moins esthétisé, ça marcherait moins. Donc je pense qu'il faut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Non, bien sûr, mais aussi, je trouve ce qui joue, c'est qu'on est sur un film légèrement ronflant, quand même, avec... oui. Voilà, on a quand même des grandes stars françaises sur une petite fin de carrière, en tout cas pour Lino Ventura. D'ailleurs, ça aide pas du tout l'immersion, parce qu'on les reconnaît tellement en fait, que moi, je peux pas on voit pas Jean Valjean, quoi. Donc... c'est vraiment, c'est Lino Ventura, c'est Bouquet, c'est Carmet pour jouer le Thénardier. Enfin, on a une checklist, en fait, donc il y a que les jeunes qui s'en sortent. Et donc, là, donc, sachant du coup... que Gavroche, anecdote, est joué par Emmanuel Curtil, je crois. Effectivement, tout à fait. Voilà, c'est génial. Voilà, grand comédien de doublage, qui fait Jim Carrey, et un personnage dans Friends. Je crois que c'est Ross. J'ai mal à des Friends, désolé. Non, mais oui, du coup, forcément, les jeunes, dont Denis Lavant, même avec un tout petit rôle, ils amènent une fraîcheur, quoi, dans ce film-là. Donc voilà, toute première apparition, donc qui ne marque évidemment pas du tout les esprits, sur un film de 3 heures, personne ne l'identifie. Et l'année d'après, il apparaît encore une fois dans un minuscule rôle,
là il n'a même pas une réplique, c'est dans Coup de foudre de Diane Curis, donc en 83, film dans lequel il y a Isabelle Huppert, Miu Miu, Bakri, Cluzet, et un moment, c'est Cluzet qui est dans un train. Non, c'est une femme qui est dans un train. Isabelle Huppert qui est dans un train. Et c'est Cluzet qui monte. C'est ça, en militaire avec ses 2 potes. Et l'un des 2 potes, c'est Denis Lavant. Il a aucune réplique et c'est François Cluzet qui se tape Isabelle Huppert du coup. C'est ça. Et Denis Lavant est juste là pour être un mateur, un voyeur, le pote un peu lourd. Donc ils arrivent à 3 chargés de masculinité, militaire et tout. Et donc, bon, il sert à rien, mais ça fait plaisir. Même si ouais. Je trouve qu'il amène quand même un trouble. C'est un bon choix de silhouette, même indépendamment. Là, c'est pas pour dire est-ce qu'il joue bien ou pas, parce qu'il ne joue pas, mais c'est un bon choix de silhouette, quoi, pour amener ce petit trouble. C'est ça le truc avec Denis Lavant, c'est que ça aurait pu être un super second couteau, quoi, parce qu'on le reconnaît tellement, et on est toujours content de le voir. Et pour moi, c'est ça les qualités d'un bon rôle secondaire récurrent, c'est que tu dis, oh bah, le voilà, je suis content de le voir, en fait. Donc... il aurait pu carrément faire une super carrière de second rôle en fait. Complètement. Dans Les Misérables, il y a aussi Dominique Zardi. Et pour ceux qui voient qui c'est, grand acteur de second rôle, de 3e rôle français, qui a eu une carrière monstrueuse mais qui a jamais eu un vrai premier rôle au cinéma. Quand on regarde beaucoup de films, quand on regarde beaucoup de films de Mocky forcément, parce que c'est l'acteur qui a le plus joué chez Mocky, ça représente beaucoup de films quand on connaît la carrière du bonhomme. On fera pas de rétrospective Mocky. Non, on n'a pas le temps, on n'a qu'une vie. Mais oui, Denis Lavant aurait très bien pu prendre la relève de Zardi, être ce visage un peu trouble, louvoyeur quelque part, qui amène un truc un peu gênant tout en étant un peu beau. Et voilà. Ensuite, il apparaît dans d'autres films, donc on a noté L'homme blessé de Patrice Chéreau, Vive à la vie de Claude Lelouch, et Partir revenir encore de Claude Lelouch, donc peut-être que il s'est bien entendu soit avec Claude, soit avec un directeur, une directrice de casting, un assistant réel, on ne sait pas. En tout cas, 2 films de suite, il est là, voilà. On l'a pas trouvé. Non. Et on n'avait pas envie de regarder dans le détail les films de Claude Lelouch. Ouais, à vrai dire, ouais. Mais c'était... En fait, comme il est crédité, comme il n'a même pas de nom, on suppose, et c'est quasiment une certitude qu'il n'a qu'une apparition à chaque fois et qu'il n'a peut-être sans doute même pas de réplique. Voilà, donc 2 Claude Lelouch à suivre. Et un Patrice Chéreau, dont on a du coup pas grand-chose à dire. Oui. Mais voilà, comme ça on cite, il a joué dedans. Voilà. Et maintenant on va s'intéresser au vrai rôle qu'il a eu. Et le tout premier, c'est en 1982. On a réussi à retrouver du coup un court-métrage. Donc c'est antérieur au film qu'on a cité avant, mais comme on va en parler plus en détail, on le met après, quoi. C'est même antérieur du coup aux Misérables. Oui. Mais il a un premier rôle cette fois, un rôle de premier plan. Après, vu que c'est un court-métrage, voilà, c'est antérieur en termes de production, mais en termes de diffusion, bon, le film n'a probablement pas eu une grande vie. Mais c'est le tout premier film de Laurence Ferreira Barbosa, qui a eu une carrière en tant que réalisatrice par la suite, qui s'appelle Paris Ficelle, donc en 82. Vous avez déjà pensé au suicide? Oh, comme tout le monde. Mais chaque fois que j'y pense, je me dis, tiens là par exemple, ça va bientôt être le printemps. Il va y avoir plein de filles dans les rues avec des jupes gonflantes et des talons aiguilles. Et je peux pas me résigner à pas voir ça encore une fois. Vous aimez la vie? Je sais pas, mais j'aime bien les filles. Pour résumer l'histoire, donc le film dure un peu plus de 15 minutes. On suit du coup une jeune fille qui s'appelle Colette, qui est obligée de s'occuper de sa grande sœur qui est alitée pour cause de dépression. Un mal presque mystique qui lui tomberait dessus. Un jour, elle ne s'est pas levée en fait. Elle s'est réveillée un jour sans l'envie de se lever. Elle est restée dans son lit depuis. Donc... Et du coup, elle a besoin de sa sœur pour s'occuper d'elle. Elle est alitée par dépression. Colette est un peu... Voilà, enfermée dans ce quotidien, elle sort du coup pour se balader et elle rencontre sur un pont, voilà, déjà un pont, on va retrouver beaucoup de ponts dans cette filmographie. C'est peut-être le pont neuf d'ailleurs. Je crois pas, mais il faudrait vérifier. Mais du coup, elle tombe sur un tout jeune Denis Lavant qui joue du coup le personnage de Joey et donc voilà, c'est... Dès le premier film, c'est un boy meets girl. Enfin, c'est plutôt un girl meets boy. Dès le tout premier film de Denis Lavant. Et la toute première apparition de Denis Lavant, c'est un homme de dos, penché, le cul relevé, en jean, sur un pont. Voilà. C'est à noter quand même que la première apparition de Denis Lavant, c'est ça.
et que nous on regardait le film, et c'est un travelling, elle passe, et puis c'est juste une silhouette, et puis on s'est dit, mais C'est le cul de Attends. Denis Lavant. on a vu le cul de Denis Lavant. Mais oui. Et là, le travelling s'arrête, la caméra revient dans l'autre sens, il se retourne, c'est Denis Lavant, et donc va se développer une petite histoire d'amour entre les D'amitié. deux, d'amitié, d'amour, De flirt. voilà, de flirt, de jeunesse, un petit peu dans la mignonnerie entre les deux. Donc voilà, ça c'est pour le synopsis. Clémence, qu'est-ce que t'as pensé du coup de cette toute première apparition, cette naissance de Denis Lavant, acteur, sur un écran de cinéma? Alors oui, donc le film, il est très court. Il se déroule un peu comme un rêve, pas tellement de temporalité. On sait pas trop sur combien de jours ça se déroule. Sur plusieurs jours, c'est sûr, puisqu'ils changent de vêtements et qu'ils se retrouvent, qu'ils se séparent et qu'ils se retrouvent. J'ai trouvé ça, comme tu l'as dit, assez mignon. Mais bon, ça raconte pas grand-chose. Ça raconte pas grand-chose, donc le film en lui-même, il est sympa, mais il est pas transcendant non plus. Je trouve qu'on est très dans l'air du temps de raconter des relations entre des jeunes, entre insouciance et malaise profond, on va dire. Ça se retrouvera un peu chez Léos Carax d'ailleurs. Hein. Donc pour moi, c'est très à la mode à cette époque-là, début des années 80. Et donc de Denis Lavant, cette première apparition, en fait, j'en pense que tout est là, quoi. Le côté gouailleur, joueur, il se meut comme un serpent, hein, quelque part. Il est, comme tu l'as dit, la première image qu'on a de lui, littéralement, c'est son corps. On voit son corps avant de le voir lui. Je trouve ça assez beau, en fait, finalement, parce qu'on a déjà un peu la base de qui il va être en tant qu'acteur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on remarque par son physique assez étonnant. Il est très fin, il est très, très fluide dans ses mouvements, il a une gueule pas possible aussi. Enfin, c'est déjà à cet âge-là, alors qu'il est si jeune, quoi. Je sais pas quel âge il a, mais... T'as dit qu'il était né en quelle année En 61, donc 61, en 82, donc il a 20, il a 20, 21 ans, quoi. C'est ça. 21. Ouais, c'est ça. Et vraiment, je trouve qu'il y a déjà on créait déjà une icône, en fait, à ce moment-là, je trouve. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire la rétrospective sur lui, c'est que je trouve que tout est évident dès ce petit court-métrage qui le met assez en lumière avec son costume un peu de saltimbanque, avec son gilet rouge, qui porte toujours le même costume d'ailleurs, alors que le personnage féminin change de vêtements comme une personne normale. Lui, il est un peu figé dans cet état de jeunesse, avec son costume, son gilet rouge et son petit appart sous les toits, avec ses vinyles. En fait, il y a déjà une image de gamin paumé qui va un peu lui coller à la peau, hein, pour le pire et pour le meilleur par la suite. Mais voilà, je trouve que c'est assez impressionnant qu'on puisse déjà déceler ça dans ce premier petit court-métrage. Complètement, de gamin paumé fétichiste, tu l'as dit, avec ses vinyles, et une scène quand même, moi que je trouve très belle tout en étant très étrange, où il amène déjà un trouble dans ce personnage, voilà, qui est à la fois jeune, beau gosse, et en même temps qui a l'air toujours un peu en décalage, toujours dans une mélancolie, dans une dépression. C'est du coup la première fois qu'on arrive dans son appartement. C'est parce qu'il dit du coup à Colette, vous avez de jolies jambes. Elle lui montre du coup ses genoux, enfin, au-dessus de ses genoux, donc ses jambes, et il lui dit vous serez très jolie avec des collants de soie. Elle me dit c'est gentil, mais moi j'ai pas d'argent pour m'en acheter, t'as qu'à m'en acheter. Il dit ok, donc ils se connaissent pas, ils partent acheter des collants de soie, ils montent dans son appartement pour qu'elle essaye les collants de soie, et il veut absolument qu'elle le fasse sur une certaine musique. Alors, on trouve que des fétichistes, il faut accompagner, voilà, il faut mettre en scène la vie, cette espèce d'obsession qu'il a, voilà, mettre en scène le réel et poétiser cet instant. Et donc c'est un moment de l'interdit, un moment complètement sexuel qui s'arrête là. Oui, surtout qu'elle est pas très emballée, quoi. Elle en met un, elle l'enlève parce qu'elle veut pas l'abîmer, la musique est même pas finie. C'est ça. Donc elle est pas du tout dans cette même réalité-là. Et ce qui montre encore plus son décalage, et ce qui montre surtout, je pense, qu'il est très dans l'objectification féminine aussi, quoi. Oui, mais en même temps, elle est pas en train de fuir. Non, mais elle est pas touchée, quoi, non plus. Non, mais elle est consciente de la chose en même temps. Pas complètement. C'est pas un film avec un personnage féminin ingénu. Elle est pas naïve, ingénue. Moi, je trouve pas. Elle est complètement consciente de ce qu'il joue là, mais il y a ce côté un peu mignon de patouche, quoi. On s'arrête à la surface, et qui est quand même, je trouve assez beau dans ce film. Puis après, ils vont revenir dans son appartement à elle, et ils vont agir comme des gamins, quoi, chuchoter pour raconter des bêtises devant la grande sœur malade. On reste dans ce côté un peu mignon, troublant mais mignon. Sinon, je veux dire, sur le film, donc c'est très dans l'air du temps, je suis d'accord, avec effectivement
cette question du mal-être, de la dépression qu'on va retrouver dans plusieurs films par la suite. Denis Lavant, le personnage de Denis Lavant précisant même que son grand frère lui aussi est mort d'être trop dépressif, sans préciser comment. Et il n'est pas sorti de son lit, il a fini par en mourir. Donc voilà, on retrouve cette espèce de maladie fantastique qu'on va retrouver dans d'autres films par la suite. Et oui, ce que je veux dire, c'est du coup, c'est dans l'air du temps, mais ça me fait penser aussi à des films comme Les 4 nuits d'un rêveur de Robert Bresson. C'est exactement ce que j'allais dire, tiens. Il y a vraiment quelque chose Ouais. qui revient de ce film-là, de quelques autres films aussi, plus ou moins apparentés, pas vraiment Nouvelle Vague, mais post-Nouvelle Vague, de l'errance dans les rues de Paris. Et oui, il y a vraiment ça, la rencontre sur un pont, mais ce que je trouve intéressant dans ce film, et c'est pour un truc qu'on a dit, c'est que, donc déjà c'est une réalisatrice, ça sera la seule de ce premier épisode, Oui. et c'est un girl meets boy. C'est On, ça la on différence. adopte le point de vue de la fille, et c'est le garçon qui paraît un peu mystérieux, parce qu'il arrive, il déboule un peu comme ça, et c'est elle qui va vers lui. C'est important. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé aussi, c'est que c'est vraiment elle qui est un peu en contrôle tout du long. Elle se laisse porter, mais elle est contente de se laisser porter et de sortir de la chambre de sa sœur, d'où elle est carrément prisonnière en fait. Et d'ailleurs, c'est une libération pour elle. Bon, je pas... Attention, spoiler, hein, voilà, si vous comptez voir ce film de 15 Ça dure minutes. 15 minutes. À un moment, la sœur disparaît. Juste un jour, elle est plus dans son lit, quoi, le lit est fait. Et j'ai l'impression que le personnage, Colette, vit ça comme une libération. Et elle réinvestit carrément l'espace du lit, puisqu'elle se couche avec Denis Lavant dedans. Et encore de manière assez enfantine, parce qu'ils font que enlever leurs pantalons, ils sont encore en pull, en sous-vêtements, et ils sont juste allongés côte à côte en regardant le plafond. Et il y a ce geste que je trouve assez beau aussi, c'est que c'est lui qui se couche en premier, il sépare les deux oreillers. Parce qu'il y a deux oreillers empilés l'un sur l'autre, parce que c'est le lit d'une personne, et là, il y a de la place pour deux, quoi, finalement. Et du coup, ça se finit là-dessus, je trouve ça assez... C'est une fin assez positive de un peu se sortir d'un enfermement familial, de la dépression, pour vivre l'amour. C'est un film sur le désir, sur la séduction, mais de ce point de vue féminin. Ouais. Et donc, qui amène ce trouble érotique dans la vie du personnage féminin, c'est donc Denis Lavant. Ouais. Et donc, c'est quand même rigolo, enfin, je trouve ça intéressant que le premier rôle qu'on lui donne, alors que du coup, il n'a aucune expérience, c'est d'incarner comme ça le trouble, l'érotisme naissant de la jeune fille, puisque c'est précédé dans le film qu'elle est vierge, et que lui non, donc il y a voilà, ce trouble, cet érotisme, et du coup, là, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez beau là-dedans. Toujours à te faire remarquer. Hein? Je suis curieux de savoir qui est l'instigateur de cette soirée. Du coup, le film suivant, qui est un film très étrange, c'est un film d'animation, dans lequel Denis Lavant a fait une voix, dont on n'était pas sûr à 100%, on pense l'avoir reconnu, mais on avait quand même de légers doutes. Oui. On n'était pas sûr à 100% parce que c'est des voix un peu très jouées, très marquées, et le générique dit bien qu'il y a Denis Lavant, mais ne précise pas les personnages. Donc le film s'appelle Au-delà de minuit, il est réalisé par Pierre Barletta, c'est fait par les studios AAA, qui sont les studios qui... alors je crois qu'ils avaient été fondés par Jacques Rouxel, donc le fondateur des Shadok, et donc c'est un court-métrage de 14 minutes, avec des décors calculés en 3D, enfin calculés et rendus en 3D. En 83. Donc on est en 83, et qui raconte, c'est pas très clair, l'histoire Il y a un personnage qui... Il faut le préciser, se déplace à la première personne. Donc nous, on voit par les yeux du personnage. Donc il y a déjà une esthétique très jeu vidéo, en plus avec les décors en 3D. Et donc le personnage dont on adopte le point de vue, qui se rend dans une espèce de fête costumée. Genre un bal masqué. Ouais, où le thème du bal, c'est un peu les vices ou les travers humains. Bon, c'est l'humanité. Oui, c'est plus l'humanité, forcément c'est pas les travers. Eux-mêmes, c'est vraiment les aspects de l'humanité. Et en fait, le personnage dont on a le point de vue n'est pas costumé, il est venu en tant que lui-même en fait. Et au fur et à mesure de la soirée, les costumes commencent à fusionner avec les gens, c'est-à-dire que les gens deviennent leurs costumes. Par exemple, il y en a un, il est déguisé en épouvantail, il devient un épouvantail. Il y en a une qui est déguisée en sirène, elle devient une sirène, etc.
Et c'est assez barré. Et je précise, si les décors sont calculés par ordinateur, les personnages, eux, sont en 2D, donc animation traditionnelle. Voilà, on est en évidemment. 83. Évidemment. Il y a un truc que je trouve vraiment chouette avec... Bah déjà, le court-métrage est super. Bah encore une fois, on y retrouve des personnages qui sont très incarnés, quoi. Qui se tordent dans tous les sens, qui se déforment, qui dansent aussi, hein, très important. Et donc voilà, il fait qu'une voix, Denis Lavant, parmi les autres. Ça rentre totalement dans la logique de sa carrière aussi, quoi. Donc c'est parce que c'est un film étrange, qui tente des trucs, et où les personnages, entre guillemets, les dessins sont hyper intéressants du point de vue corporel. Il y a vraiment presque de la déformation physique avec ces costumes qui deviennent personnages. Ouais, je suis entièrement d'accord. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai beaucoup aimé le film, c'est une belle découverte. Et je trouve il est très intéressant sur la question du carnaval, du mal masqué. Parce que le fou est le personnage central du carnaval historiquement. Et voilà comment le carnaval, c'est venir retourner les identités, jouer les exagérations, les interdits. Et que voilà, les personnages du film reprennent complètement ça avec l'assassin, l'ombre, même la nymphomane, hein, ouais. C'est pas le personnage le meilleur regardé avec le recul, mais c'est intéressant dans le contexte du carnaval de ce que ça dit de travailler comme ça les vices, les exagérations. C'est la liberté, quoi. C'est la liberté d'être ce qu'on n'a pas le droit d'être l'inverse de soi-même, de renverser les codes sociaux. Et du coup, l'idée est vraiment, je trouve, très intéressante. Et juste, petite anecdote à noter, dans le générique, sur les voix, il y a le nom de Michel Oslo. Et donc après cette belle découverte du court-métrage, on va attaquer donc les 4 longs métrages importants de 4 premiers vrais longs métrages de la carrière de Denis Lavant. Donc on va aborder dans cet épisode, et le premier, le plus célèbre, celui qui lance la carrière de Denis Lavant, c'est Boy Meets Girl de Léos Carax en 1984. C'est comme un rêve pour moi, tu sais, que nous restions ainsi. Comme un rêve singulièrement profond. Il faut dormir très profondément pour rêver comme ça. Je veux dire, c'est un rêve bien connu. Un rêve de tout le temps. Oui. Être assis près de toi comme à présent. Voilà l'éternité. Le rôle d'Alex, le film est sélectionné à Cannes, il a la quinzaine des réalisateurs, il obtient des prix, il obtient le prix de la jeunesse au Festival de Cannes, et il me semble qu'il obtient d'autres petits prix, peut-être des prix de premier film, je sais plus trop lesquels, mais voilà. Et donc le film est très repéré par la critique, et j'ai retrouvé des textes de critiques de l'époque qui étaient à Cannes, dans la revue du cinéma de 83, consacrée du coup au Festival de Cannes 83, donc je sais plus c'est le numéro de mai ou de juin, en tout cas de cette période-là. Et le film est cité dans les 2 textes de retour du Festival de Cannes. Donc c'est qu'il a il a quand même été vu par les critiques, et c'est donc un film qui lance avec donc un succès d'estime, pas un grand succès public, mais un succès d'estime, la carrière de Léos Carax et la carrière de Denis Lavant, qui là, vraiment, le film tourne en grande partie autour de lui. Et donc voilà, c'est là vraiment qu'il commence à exister. Alors, on va voir à quel point ça lance ou non sa carrière, mais il existe vraiment à l'écran, sur les grands écrans. Et de quoi ça parle, du coup, Alors déjà, quelques éléments de contexte. Donc il était pas convaincu par... Il raconte qu'il n'était pas convaincu par le scénario à la lecture, donc quand il a rencontré Léos Carax, quand il était au Conservatoire de Paris, donc, parce que le scénario, il le dit lui-même, était trop contemporain et trop loin de lui, parce que à l'époque il était surtout porté vers quelque chose de plus médiéval, Shakespeare, les arts du cirque, etc. Mais il précise quand même qu'il a aimé la poésie de l'écriture de Léos Carax, et lui qui est très attiré par le verbe, la poésie, ça l'a pas mal touché, donc voilà, c'est ça sa première approche des Léos Carax. Donc pas convaincu, mais quand même intrigué. Donc peut-être plus convaincu par la personne que par le film, quelque part. Oui, mais ils ont des références communes. Il précise quand même que ça s'était pas forcément super bien... Apparemment, il n'y avait pas tellement d'alchimie entre lui et Léos Carax au début, et c'est pour ça qu'il a été un peu surpris quand l'autre l'a rappelé pour mauvais sens, parce qu'il pensait que ça s'était pas bien passé. Mais bon, voilà, au début, ils sont un peu fermés tous les deux. Apparemment, Léos Carax c'est pas très verbal et se contente d'observer beaucoup son acteur. Mais je pense que c'est pour ça qu'il l'a rappelé par la suite. C'est parce qu'il l'a bien observé.
conservé. Donc voilà, mais c'est quand même une première rencontre assez intéressante. Il est drôle de préciser que les personnes qui ont vu le film à l'époque, selon Denis Lavant, pensaient que Léos Carax l'avait trouvé dans la rue, plus ou moins, et que c'était pas du tout un acteur professionnel, alors qu'il jouait déjà au théâtre et qu'il avait fait des écoles et tout ça. Donc c'est marrant cette perception du public et de la critique qui le voit un peu comme un clochard qu'on fait jouer dans des films, quoi, voilà. C'est vrai que c'est assez drôle. Dans la revue du cinéma, il parle pas du tout de Denis Lavant, il parle vraiment de Carax. Mais oui, c'est vrai que c'est drôle. Il apparaît avec quelque chose, un film malgré tout qui affiche un certain amateurisme, tu vois, qui affiche vraiment le fait d'être une première œuvre, quelque chose de très indépendant. Donc effectivement, c'est assez cohérent dans cet imaginaire de se dire que il est plus ou moins son personnage, alors que finalement pas du tout. Il en est assez éloigné. Il en est très éloigné parce que le personnage est plutôt très inspiré de la vie de Léos Carax lui-même. Donc Et d'ailleurs pour rester dans le contexte, les choses que je trouve très drôles, c'est que l'un des articles dans la revue du cinéma, je sais plus par qui il est signé, mais revenant sur du coup l'apparition du jeune Léos Carax à Cannes, dit que fondamentalement le cinéma contemporain c'est nul. Et je trouve ça très drôle qu'il y ait 43 ans et 42 ans, ces discours existaient déjà. oui. Et que en gros le cinéma contemporain il est nul, il est pas intéressant en termes de mise en scène, en termes de construction, et qu'il y a juste quelques cinéastes qui vont batailler contre l'abrutissement dominant, quoi, on va dire. Et donc il cite Tarkovsky, Raoul Ruiz et Philippe Garrel, qui est quand même un trio très improbable. Et donc il dit, il y a un nouveau nom dans ce combat, c'est Léos Carax. Donc voilà, c'est assez drôle, on le met sous bon patronage, quoi. Et donc qu'est-ce que ça raconte Boy Meets Girl? Enfin on y arrive. Donc Denis Lavant joue le personnage principal, le rôle d'Alex, qui est le prénom qu'il va porter dans plusieurs des films de Léos Carax. C'est l'alter ego de Carax au cinéma. Carax, Alex, Léos... Voilà. voilà. Et donc c'est un personnage qui se fait quitter au début du film par sa copine, Florence. Il dit plus ou moins qu'il a envie de faire des films. Il doit bientôt partir à son service militaire. Donc voilà, ça se passe dans un moment un petit peu charnière dans la vie du jeune homme. Ça se passe du coup dans Paris, dans un Paris de l'été, un peu déserté, très chaud déjà. Ouais, nocturne. Nocturne et caniculaire. Même si ça se voit pas à l'image, mais dans le scénario c'est dit que c'est caniculaire. Et dans ce moment où il est assez errant, ne sachant pas trop quoi faire, ayant perdu sa compagne, ne pouvant pas lancer de grands projets puisqu'en attente de son service, il rencontre une jeune femme, du coup Boy Meets Girl. Donc cette jeune femme c'est Mireille, jouée par Mireille Perrier, et il tombe amoureux plus ou moins instantanément de la jeune fille qu'il a tout juste croisée dans Paris, et le rapprochement va se faire finalement au détour d'une soirée mondaine dans un grand appartement parisien. Et voilà, ils vont enfin pouvoir mieux se connaître en discutant dans une cuisine. Voilà, j'essaie de résumer, c'est un scénario un petit peu éclaté, un petit peu confus. Pour parler un peu de Denis Lavant, le film ne s'ouvre pas directement sur son personnage. Donc déjà, on l'a pas dit, le film est en noir et blanc, dans un sublime noir et blanc. On peut le dire en termes de photographie, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve le film ne vieillit pas à ce niveau-là, c'est absolument magnifique en termes d'image. Et donc il s'ouvre sur des images très poétiques de lumière d'étoiles en noir et blanc, puis sur du coup Florence, la compagne du personnage, qui s'en va avec un enfant dont on saura jamais de qui il est. Enfin, il est d'elle, mais on sait pas si le père est Alex. Et elle part dans une petite voiture dans laquelle elle a mis des skis qui traversent la vitre. C'est l'un des premiers plans du film. Elle roule avec du coup des skis qui sont posés sur le siège passager de la voiture et qui traversent le pare-brise. Qui le perce, hein, vraiment, qui le pare-brise est cassé. Il y a un éclat de pare-brise autour, et c'est cette image improbable qui ne répond à aucune logique humaine. Qui installerait comme ça des skis, quand bien même on manque d'espace dans une petite voiture, qui installerait comme ça des skis et qui pèterait un pare-brise de cette manière pour partir fuir son compagnon. Mais voilà, donc c'est le premier plan, c'est la fuite. Elle croise du coup un ami en commun de elle et Alex, et c'est ensuite que Denis Lavant apparaît pour découvrir du coup qu'il vient d'être quitté. Et son apparition, moi je trouve qu'elle est déjà très forte. Il apparaît au fond de l'image, je crois que ça se passe plus ou moins sur un quai. Il descend des escaliers, et donc il y a ce noir et blanc sublime, il est
baigné d'une énorme lumière blanche, il apparaît comme ça dans un truc complètement spectral, à la limite d'une apparition divine. Bah comment dire, il arrive, il occupe déjà le plan, en même temps il a l'air de réciter, je sais pas si les plans ont été tournés dans l'ordre, mais il a l'air de réciter complètement ses dialogues, comme s'il savait pas trop quoi faire de l'étrange poésie de Léos Carax, mais en termes de corps, quelque chose qui existe, c'est-à-dire ouais, il est sur le quai, un peu perdu, sa compagne vient de le quitter, et moi je trouve dès le début le film il m'embarque, outre du coup ce plan moi que j'aime beaucoup avec les skis très poétiques, très étranges. D'un coup il y a la vie, Denis Lavant, il apparaît, il est déjà un corps dont il va falloir s'occuper cinématographiquement. Je sais pas si tu veux rebondir sur cette apparition. Bah déjà, oui, le noir et blanc, je le trouve très beau aussi. Là-dessus, je suis d'accord. Bon, honnêtement, moi, j'en ai pas grand-chose à dire de ce film. Il ne s'adresse pas à moi. Il m'a laissé complètement froide. Techniquement, je le trouve très beau. Et par contre, j'ai énormément de problèmes avec ce qu'il raconte. Sauf si le film se moque de lui-même. Je m'explique. Soit le film premier degré, et dans ce cas-là, ce qu'il raconte est abominable, autant sur les relations humaines que sur son auteur, Léos Carax. Soit il est complètement premier degré, et il se prend pas du tout au sérieux, et dans ce cas-là, je trouve ça intéressant. Et je pencherais plutôt vers un entre-deux bizarre, en fait. Parce que comme tu dis, moi j'avais pas compris. Alors déjà, on est sur un premier problème. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que le film dresse un mur entre lui et moi, et se donne énormément de mal pour ne pas me faire ressentir ou comprendre des choses. J'ai l'impression que tout est dans le symbole, tout est dans le non-dit, et du coup jamais rien n'est dit clairement. Déjà au début j'avais pas compris que c'était Florence, donc l'ex de Denis Lavant dans la voiture. Mais voilà, maintenant que tu l'as dit, ça jette un regard nouveau sur le film, parce qu'elle le quitte bouleversée, elle le quitte dans un état, je veux pas dire hystérique, mais dans un état de détresse. Elle balance dans le fleuve ses créations, à lui. Oui. Je suppose. Donc ses tableaux, ses poèmes, elle se débarrasse de lui, et les skis plantés dans le pare-brise, c'est une image d'une rare violence. On sait pas qui a fait ça, je pense que c'est juste une image, hein, voilà. Mais c'est mutilé, et je pense que du coup, le fait de commencer le film sur elle, je pense que ça jette un regard assez sombre sur qui est Alex / Denis / Léos, qui est quelqu'un de violent, en fait. Et ça, on le verra aussi dans la suite du film. Et je pense qu'il y a une réflexion autour de ça, admettre que la violence masculine dans les relations amoureuses, elle existe et elle est tragique parce qu'elle provoque le départ de cette femme, sa détresse, la destruction de sa voiture, de son esprit et la destruction de l'art, parce que tellement bouleversée qu'elle balance à la flotte l'art de son ex. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est raconté très très diffus, mais qui est raconté quand même sur quelque chose de poisseux, de masculin, d'horrible dans les relations humaines. Et c'est pour ça qu'il fait chaud, à mon avis, dans le film. Je suis entièrement d'accord avec toi, je vais aller dans ton sens avec plusieurs éléments. Alors, sachant que moi, j'aime beaucoup le film, je l'avais déjà vu il y a un moment. J'avais peu de souvenirs, j'avais souvenir plus d'images que de scénario, qui n'est pas étonnant, vu que c'est, voilà, tu l'as dit, un film de symbolique. Très esthétique. Hein. Très esthétique, très travaillé sur l'image, beaucoup d'effets, certains superflus, il y a quand même des superpositions de photos, de cinéastes qui ont inspiré Léos Carax. Ah, c'était ça, alors. Par-dessus l'image. Je me suis demandé ce que ça foutait là. Absolument fou d'avoir fait ça. Enfin, quel est le niveau d'afficher sa cinéphilie. Après, c'est un premier film. Oui, non, mais c'est fou. Ça se la raconte, quoi. Il veut montrer qu'il est inspiré par les plus grands. Non, mais tu mets une dédicace. Oui, au bien début, sûr. tu dis ah machin. Je sais plus qui avait fait ça. François André. Bah, c'est Wim Wenders, tiens. Mais Wim Wenders, au début, du désir, il me semble que c'est dans ce film-là. Il fait François, André et je sais plus, et Yasujiro. Oui. Voilà. Bon, c'est pas son premier film, mais voilà, tu fais ça. Là, c'est vraiment absurde. Mais, pour revenir dans ce que tu disais, effectivement, je trouve que c'est assez vrai à plusieurs points. Donc, elle détruit ses œuvres d'art, qui sont multiples, à la fois de la peinture, à la fois du texte. Donc, et en plus, on nous dit qu'il veut faire des films, donc... Voilà, d'artistes multitâches. Hors de tout le film, on le voit jamais créer. Non. C'est quand même ça qui est assez fou. C'est que il vit ça comme vraiment un attentat sur sa personne, alors que, fondamentalement, c'est vraiment la caricature de l'artiste torturé, il ne crée pas. Par la suite, quelle est la première chose qu'il fait quand elle part ? C'est la tentative de meurtre de son pote, parce que Florence lui a parlé avant de partir, et donc il y a déjà cette question du triangle amoureux qu'on va retrouver exactement
à l'identique dans Mauvais Sang. Denis Lavant aime une femme, il y a séparation, alors c'est pas pour les mêmes raisons dans les deux films, mais il y a séparation avec cette femme. En tout cas, il est en couple avec une femme, c'est pas il l'aime, il est en couple avec une femme. Il y a séparation avec cette femme. Il y a Thomas, dans les deux films s'appelle Thomas, qui est le pote de Denis Lavant, qui du coup va rencontrer la femme au moment de la séparation, donc au moment où elle est censée être libre. Et dans le même temps, le personnage de Denis Lavant va rencontrer une femme qu'il va aimer de manière... Il va être obsédé. Voilà, de manière obsessive, de l'ordre du fantasme, de l'ordre de la déréalisation. En fait. Oui, surtout dans Boy Meets Girl. Mais de l'ordre de la déréalisation. Il y a effectivement cette question-là, je trouve complètement. Et donc voilà, le premier truc qu'il fait, c'est essayer de tuer son ami, et il ne se rend tellement pas compte du niveau de l'état mental dans lequel il est, qu'en rentrant, qu'est-ce qu'il fait ? Il a sur son mur une carte des arrondissements de Paris, et il inscrit, il note sur cette carte l'endroit où a eu lieu la première fois de chaque chose pour ses premières fois. Une obsession de la première fois. Donc son premier baiser, sa première fois sexuelle, et du coup sa première tentative de meurtre. Et donc il y a déjà cette fétichisation qui est celle du cinéphile Léos Carax, qui est en même temps du coup le cinéphile qui cite les grands cinéastes dans son propre film, et on n'est pas que de l'ordre des images, hein. Il y a un milliard de citations, il y a une référence évidente à Pierrot le Fou, c'est absurde. Il y a des références à Ferdinand Céline, évidemment on va en retrouver dans quasiment tous ses films. On est dans la citation obsessionnelle, et donc on est dans la déréalisation du personnage qui vit sa vie en faisant une liste, ce qui est quand même la chose la plus ultime de l'action cinéphile masculine, faire des listes de films. Lui il fait des listes d'événements de sa vie, alors que il est censé partir au service militaire. Ouais. Et je termine juste, du coup, parce que j'aime bien noter des petites citations. Le personnage dit un moment « Mon autobiographie complète mais inachevée, parce que l'auteur était mort en cours de rédaction ». Donc c'est le personnage de Denis Lavant au moment qui dit ça. Et je trouve la phrase très intéressante. Déjà, je la trouve plutôt belle. Dans l'idée, ouais, un petit jeu de mots quelque part, mais il y a quelque chose aussi de pathétique. Écrire son autobiographie complète, inachevée, parce que l'auteur est mort, sauf qu'au moment où il le dit, il n'est pas mort. C'est quelqu'un qui vit sa vie comme s'il l'écrivait a posteriori de sa mort au lieu de la vivre à ce moment-là. Et c'est ça que j'aime dans ce film-là et dans d'autres films de Léos Carax, c'est cette ambiguïté. À la fois, je pense qu'il y a une certaine conscience, une relative conscience du pathétique de son personnage, du pathétique du poète romantique, parce que c'est des personnages qui se vivent en poète romantique d'une autre époque, et que le film nous montre bien que c'est voué à l'échec, à chaque fois. Et en même temps, le film plonge les deux pieds dedans. Il assume complètement ce truc-là, en mettant des citations de poètes partout, en écrivant tous ces dialogues comme une poésie parfois très jolie et parfois qui est quand même légèrement ronflante. Il y a cette ambiguïté qui, moi, m'intéresse, qui, moi, me parle, et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, que Léos Carax donnait très très peu d'indications à Denis Lavant, et que du coup il s'est dit qu'il allait pas jamais être rappelé, et que voilà, c'était mal passé. C'est marrant, je le savais pas avant que tu le dises, cette anecdote. Enfin, j'ai lu le bouquin, mais il y a longtemps, donc voilà. Je ne m'en souvenais pas, et j'ai noté en regardant le film, Denis Lavant joue comme s'il savait pas comment faire, et qu'on lui disait rien. J'avais noté, est-ce que Denis Lavant aime jouer chez Carax parce qu'il n'a rien à jouer ? Parce que, comme tu l'as dit, il débite ses dialogues. Il a l'air un peu perdu en fait d'être là, et c'est un peu un pantin, et c'est pour ça que, pour revenir à Denis Lavant, je trouve que c'est peut-être le film le moins intéressant de ce premier épisode, parce qu'il y a très peu de corporalité finalement. Le film se veut sensuel, mais le corps est amorphe en fait, le corps bouge à peine, le corps se traîne dans les rues, et finalement la plus belle scène c'est celle avec les claquettes, et c'est pas du tout Denis Lavant qui fait des claquettes, on le voit pas danser, c'est la fille qui l'aime entre guillemets qui danse, et qui est le personnage le plus touchant du film d'ailleurs, je trouve. C'est pour ça que c'est un peu bancal tout ça, parce que Denis Lavant, là où on en a parlé avant, là où il est plein de vie peut-être dans Paris Ficelle, il est désincarné, il représente un alter ego qui a aucune substance, qui a aucune conscience de la réalité qui l'entoure, et on pourrait trouver ça touchant et ambigu comme tu le dis. Moi je trouve ça pathétique dans le pire sens du terme. Je pense que Léos Carax c'est quelqu'un qui se regarde beaucoup penser en fait.
c'est pour ça que j'hésite sur le sens du film à dire s'il est premier degré ou non, parce que dans ce cas-là, il a aucune idée de ce qu'il raconte, quoi. Dans ce cas-là, ce qu'il raconte, je le redis, est abominable sur les relations entre hommes et femmes, quoi. Et ça revient toujours et encore dans sa filmographie. Je trouve ça désastreux, jusqu'à Annette, qui raconte quand même quelque chose d'abominable aussi. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il a à raconter, à part ses tourments, son errance et peut-être les envies de violence qui sommeillent en lui. Donc je sais pas, c'est un cinéma qui me touche pas du tout, et même si j'y trouve des choses intéressantes quand même, hein, sur les symboliques et tout ça, mais là encore, les symboliques sont tellement loin de moi que le film ne me parle pas, quoi. Et Denis Lavant ne me parle pas, il est très monocorde et il est très magnétique, hein, comme toujours, mais presque malgré le film, en fait. Donc c'est toujours chouette de le voir, y compris dans ce film-là, qui en plus est très beau. Mais là, ça perd de sa substance, en fait. Je pense que Léos Carax n'avait pas conscience de l'acteur qu'il avait en face de lui au moment où il l'a engagé. Et que du coup, Mauvais Sang lui permet aussi de donner une place beaucoup plus grande, de prendre de Denis Lavant à son plein potentiel. Mais ça, c'est sûr. Et donc, effectivement, là, moi, je trouve quand même qu'il y a de la corporalité, il y a dans la déambulation, il y a quand même des moments où Denis Lavant a une place pour exprimer son jeu, son corps, mais effectivement, c'est un film... C'est un film immobile, surtout. C'est un film très verbeux, plus immobile. Ce que je voulais dire, c'est... tu parlais de la scène des claquettes, et de ce personnage effectivement très touchant. Et en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'est le seul personnage féminin de toute la carrière, de la filmographie de Léos Carax, pour lequel j'ai de l'empathie. Et c'est effectivement au début, quand elle est dans son appartement, il y a son copain qui part, machin, elle met la radio, donc elle passe de la salle de bain à sa pièce principale, etc. Et je sais plus, elle se pose des questions, elle cherche quand elle est à la radio, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais à ce moment-là, je crois qu'elle parle à voix haute et elle dit des choses qui, moi, m'ont beaucoup parlé. C'est con, j'aurais dû noter. Mais voilà, donc ça m'a marqué de me dire, ah, tiens, il y a un personnage de la carrière cinématographique de Léos Carax féminin pour lequel... Ouais. Alors j'ai un amour immodéré pour Edith Scobb dans Holly Motors, mais j'ai pas d'empathie pour le personnage. Je m'attache à elle, mais parce que c'est Edith Scobb, je ne prends pas sa place. Elle est très neutre, elle est le chauffeur, et encore une fois, elle a une référence cinématographique. Et voilà, et sinon j'ai noté quand même le moment où Denis Lavant fait un grand sourire pour attendre un bébé. Voilà, on retrouvera du coup une scène avec un bébé dans le film d'après de Léos Carax. Et moi je trouve déjà il y a quelque chose qui me plaît dans, je pense... Carax a déjà vu ça chez Denis Lavant. Comme on l'a dit pour le film d'avant, il a une mignonnerie, quelque chose du jeu, de l'enfantin, du corps, de la déambulation, de l'amusement. Et en même temps, il a quelque chose de beaucoup plus trouble. Et donc j'aime beaucoup cette scène. Et sinon, juste pour conclure, il y a quand même des moments qui m'ont fait beaucoup rire, moi, dans le film. J'avais oublié qu'il y avait des choses quand même un peu drôles. Il y a le gars au téléphone, dans le bar, qui hurle son nom de manière complètement absurde, qui s'appelle Bourgana et qui hurle en boucle « J'appelle Bourgana, Bourgana !» là, pareil. Bon, Bourriana, B comme Bourriana, O comme Ouriana, U comme Uriana, R comme Rihanna, I comme Yana, A comme Anna, N comme Na, A comme Alfred, Alfred Bourriana. Oh, c'est fou, ça ne sert à rien. C'est absolument génial, l'acteur est mythique, c'est vraiment une scène que j'aime énormément. Et ça me fait beaucoup rire aussi qu'il y ait une espèce de dystopie capitaliste de l'imprimante. Une scène où il est chez un imprimeur, et il doit imprimer je ne sais même plus quoi, et ça a l'air affreux, alors que c'est un imprimeur, et on dirait vraiment que c'est le travail à la chaîne, avec, je sais pas s'il y a une musique, mais en tout cas avec la lumière, avec le cadrage, on se croirait dans Brésil. Oui, c'est vrai. C'est la dystopie de l'imprimante. Et ça me fait beaucoup rire, sachant qu'un camarade nous avait raconté un jour avoir rencontré Denis Lavant dans un événement professionnel et que celui-ci s'était battu avec une imprimante, oui. Ne sachant pas comment la faire marcher pour imprimer, je crois, son texte. Et ça me fait mourir de voir ça maintenant que je sais, et on salue la personne qui se reconnaîtra, qui nous a raconté ça. On ne le balance pas, voilà. On ne balance pas les petites affaires professionnelles de rencontres avec des stars, mais voilà, la petite exclue de Denis Lavant n'aime pas les imprimantes, et Léos Carax le savait déjà en 83. Si c'est pas du génie, ça. Du coup, après Bunny Girl, alors selon ce cher IMDb, il apparaît en 84 dans le clip Marcia Baila, et on n'est pas des masses d'accord. Non. On a regardé le clip plusieurs fois. On a regardé chaque figurant, et... Il y en a un, c'est probablement
avec lui, si c'est lui, c'est cet acteur-là, et si c'est pas lui, c'est à cause de cette ressemblance que quelqu'un A cru que c'était a lui. cru et l'a mis sur IMDb, mais on n'a trouvé aucune confirmation nulle part que ça puisse être lui. Par rapport au physique qu'il a à cette époque-là en 84, on a comparé des photos, on n'est pas d'accord, Non. pour nous c'est pas lui. Mm. C'est un mélange entre Denis Lavant et Klaus Kinski. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un type qui a une gueule pas croyable, Ouais. mais on pense que c'est pas Denis Lavant. Voilà. Et bon, de toute façon, ce serait lui, on n'aurait pas grand-chose à en dire. C'est deux images dans un clip, clip fantastique en demeurant, Oui, bien sûr. mais sans Denis Lavant. Il faut que je te dise. J'ai le sentiment, si je passe à côté de toi, je passe à côté de tout. Pour très longtemps. Et donc, on réenchaîne, malheureusement, avec les Oscarax, avec Mauvais Sang, puisqu'on a dit effectivement succès d'estime, succès de critique à Cannes de Boy Meets Girl. Pour autant, pendant 2 ans, on ne voit pas Denis Lavant. Il est au théâtre, il ne cherche pas de lui-même à avoir spécialement une carrière cinématographique, il est vraiment beaucoup plus intéressé par le théâtre, par la scène, par la poésie. Je sais pas si tu peux rebondir là-dessus avec ce que tu as lu. Oui, alors c'est intéressant d'ailleurs en cette période-là, parce que il raconte que le tournage de Mauvais Sang a été retardé, donc il se retrouve face à un choix cornélien, donc il doit jouer à ce moment-là dans Le Roi Lear ou dans Mauvais Sang, et là, là il doit choisir entre le théâtre et le cinéma. Il précise que dans Mauvais Sang, ce qui l'impressionnait un peu, c'était le nombre de cascades qui impliquent hélicoptère, courir sur du David Bowie, pour lui c'est une grosse cascade, des trucs à moto et tout ça, donc ça l'intimide un peu. Et il précise donc qu'il choisit Mauvais Sang, donc comme on le sait, par défi lié à sa peur de l'inconnu, de l'investissement physique que demande le film. Et je trouve que c'est intéressant du coup le nombre d'investissements physiques dans ce film-là, c'est ce qui prouve que Léos Carax, malgré tous ses innombrables défauts, a compris que Denis Lavant était un acteur capable, un acteur acrobatique, comme il le dit lui-même, hein, c'est un terme qui est très parlant je trouve, et donc là le veut dans son film, et là lui donne un peu toute la place pour s'exprimer physiquement, donc voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà, Denis Lavant choisit le cinéma par défi, et il précise qu'il a l'impression dans le même temps de trahir un peu sa famille de théâtre. Il est quand même attiré par le fait que le rôle cette fois-ci soit taillé sur mesure hein, pour lui, donc Et effectivement, voilà. on n'est pas sur un film, en tout cas qui ressemble à la plupart des films, pour le pire ou pour le meilleur. Donc on n'est pas sur un tournage non plus classique, entre guillemets. Donc je pense pour un jeune acteur, quand on lui propose ça, ça fait peur. ça fait peur, en même temps c'est intriguant. Oui, c'est un défi, oui, Il se disait pas forcément qu'il allait lancer une carrière cinématographique. Donc, Mauvais Sang, donc, le film va avoir cette fois un succès plus que d'estime, il va avoir un certain succès public, va être beaucoup commenté à l'époque, donc pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. Donc ça raconte, pour résumer rapidement, donc encore une fois le personnage d'Alex, joué par Denis Lavant, qui est aussi appelé Langue Pendue, et qui est en fait le fils d'une famille de criminels. Son père décède, sans qu'on sache s'il est assassiné ou s'il s'est suicidé. Et donc, 2 criminels, Marc et Hans, donc Marc étant joué par Michel Piccoli, vont le chercher pour remplacer son père sur un braquage. Et donc à ce moment-là, lui, il a décidé qu'il voulait changer de vie. Il quitte sa copine, du coup Lise, qui est jouée par Julie Delpy. Pendant les 2 semaines de préparation du braquage, il va vivre avec Marc et Hans dans la boucherie Chevaline, et une ancienne boucherie Chevaline qui s'occupe pour préparer le casse. Quoi. Ce qui est important, c'est surtout que c'est un endroit avec des grandes baies vitrées, donc on voit vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Quoi. Et du coup, il va rencontrer Anna, jouée par Juliette Binoche, qui est la compagne de Michel Piccoli. Oui, on sait. Un écart d'âge conséquent, et du coup, encore une fois, tomber amoureux, en obsession, passionné par, ce que représente Anna, et alors qu'il est censé partir, quitter le pays avec l'argent du casse, ne plus revoir personne, et alors que de toute façon, Anna est avec Marc. Mais surtout, alors important à préciser, on le comprend assez tard dans le film, mais ils doivent voler, je crois, le virus, parce qu'il y a un virus qui fait mourir les gens qui couchent ensemble sans s'aimer. Et donc le but du braquage, c'est de récupérer ce virus dans un laboratoire pour créer un vaccin et être super riche. Alors eux veulent pas créer un vaccin. Ils veulent juste voler le truc. Oui, en fait, c'est un laboratoire qui a réussi à isoler le virus pour pouvoir créer un vaccin. Vu qu'ils sont les premiers, forcément, ils risquent de gagner beaucoup d'argent avec. Et un laboratoire concurrent
est prêt à racheter la souche du virus C'est ça. très cher, donc eux ils veulent simplement revendre. Ouais. Dans tous les cas il y aura un vaccin, ce qu'ils Oui. font n'est pas complètement nihiliste, et eux par contre ils vont juste y gagner de l'argent, ils s'en fichent de l'histoire de la maladie, mais effectivement cette maladie, donc comme dans Paris Ficelle, espèce de maladie étrange, mythique, surnaturelle, qui là fait très évidemment référence au sida. Le film sort du coup en 86, donc à un moment, on est en plein moment de l'épidémie de sida, là cette fois en France on en parle déjà. Même si c'est encore très mal connu. Voilà, mais on en parle, et donc le film sort à ce moment-là, et se sert de ce contexte. On est encore une fois sur un film très référentiel. Le film s'ouvre sur une citation du poète Ramuse. On a une apparition d'un faux Jean Cocteau, dont on nous dit que, alors que Jean Cocteau est mort, mais en gros, voilà, on nous dit « Ah, regardez, là, derrière, ce serait pas Jean Cocteau est mort. Non, regardez, je vous jure, il bouge bien. » On a plusieurs références à Louis Ferdinand Céline. Évidemment. Il y a Serge Reggiani qui joue dans le film, et on entend une chanson de Serge Reggiani. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a un personnage qui est joué par Hugo Pratt, l'auteur de bande dessinée, l'auteur de Corto Maltese. Donc voilà, je donne en vrac, mais on est encore dans un film qui aligne des références, et des références cinématographiques également, et dans un film très maniéré, ou maniériste, très visuel, très travaillé, cette fois en couleur, mais qui va travailler des effets de boucle aussi, avec sa musique, avec les citations de Prokofiev, il me semble. Oui. Et oui, sur sa forme, qui est très joueur, et avec encore une fois un scénario très distendu, parce qu'on va beaucoup rester sur le milieu du film, dans cette boucherie chevaline, à simplement voir les interactions plus ou moins réalistes entre Denis Lavant et Juliette Binoche et Michel Piccoli dans ce Paris complètement vide. Voilà. Ouais. Et encore une fois caniculaire. Ouais, même si ça se voit pas. Parce que la colorimétrie est très froide, donc c'est... Toujours ce contraste dans les deux films. On peut que compter sur la parole des personnages et sur leurs vêtements, puisque Michel Piccoli est tout le temps torse nu, c'est très pas que lui, hein, les autres personnages, et puis même le scénario inclut cette idée de chaleur à plusieurs moments, plus que dans le précédent, parce qu'il y a quand même des moments où ils peuvent pas marcher, Juliette Binoche peut pas marcher pieds nus sur le goudron, parce que le goudron est brûlant, enfin... Ouais. Voilà, il y a plusieurs éléments qui jouent... En même temps, tu me diras pourquoi elle veut marcher pieds nus sur le goudron, mais bon, voilà. Il n'y a pas de chaussures sous la main, ça arrive. Il faut pas sortir, alors. Mais voilà, et donc pour revenir à Denis Lavant, toute première apparition dans le film de Denis Lavant, de son personnage, il est dans une forêt, tout nu ou torse nu, je ne sais plus, avec Julie Delpy, et plus ou moins endormi. Il y a déjà quelque chose d'érotique, hein, il est torse nu, même si bon, après on s'en apprend qu'il fait très chaud, et d'un creusement romantique, les deux amants endormis sous un arbre. Je trouve, il apparaît, il est déjà présenté, je sais pas comment dire, je sais pas si tu peux m'aider, mais dans toute sa splendeur, quoi. Oui, il est présent, oui, c'est encore une apparition divine, hein, quelque part. Il y a quelque chose de l'éros, pas au sens érotique, parce que j'en peux plus de ce mot, mais dans le sens de l'éros de la mythologie grecque, ou même du Pan, du dieu Pan avec sa nymphe, ou quelque chose comme ça, quoi, peut-être, éventuellement. En tout cas, il est très dépouillé, c'est assez beau. Mais moi, je rajoute que la première mention qui est faite dans le film de lui, c'est quand Michel Piccoli et son pote louent sa dextérité à faire des petits tours, à crocheter des serrures et tout ça. Donc, en fait, la première fois qu'on l'évoque, c'est en tant qu'instrument physique aussi, ce que je trouve intéressant aussi. Ce qui prouve qu'il a un peu évolué par rapport au premier film de Léos Carax. Il est passé d'alter ego un peu vide à instrument physique signifiant, quoi, on va dire. Et je dis pas instrument dans un mauvais sens, mais vraiment, non, il est présenté dans sa capacité. C'est ça. Sa capacité exact. et en plus on va nous le montrer, puisque là où dans le précédent film on disait qu'il n'est jamais créateur, tout en se présentant comme artiste, là
Donc, sur l'action la dextérité, il va y On le avoir voit, quoi. donc déjà des Faire des tours de scènes cartes. des scènes de petits crimes, de petits Oui. larcins. De Bonetto aussi. Ou de gros. Et du coup, voilà, De des Bonetto. scènes de Bonetto aux cartes qui sont filmées sous la forme, on pourrait dire, d'un insert, mais du coup trop serré par rapport pour comprendre le jeu. Et j'aime beaucoup ce plan. Là, parce qu'il joue de cette dextérité de Denis Lavant. En plus, on nous montre plusieurs fois, on le voit faire des petits tours avec des cartes. Donc Avec des pièces aussi, je avec crois. des pièces, donc on voit que c'est pas simulé, l'acteur le fait. Là, on ne voit pas l'acteur le faire, mais il y a quelque chose de la beauté du geste. Parce que quand même, il y a énormément d'inserts dans le film. Oui. Ils sont très très travaillés. La beauté visuellement. du geste qui revient dans une réplique du film d'ailleurs, il me semble. Laquelle Non, attends. Alors, la beauté du geste. La beauté du geste, ça m'a marqué parce qu'il en parle dans le livre justement, où il dit que. Alors, je sais plus dans quel film c'est, pardonnez-moi, hein, j'ai pas noté ça, mais c'est ça, c'est dans Holly Motors. Dans Holly Motors, son supérieur lui demande pourquoi vous continuez à faire ce métier-là, et il répond pour la beauté du geste. Sûr. Ce métier-là étant plus ou moins acteur, Mm. enfin, carrément acteur même en fait. Et donc voilà, la beauté du geste, elle est déjà là. Et c'est pour ça que je trouve que Mauvais Sens, c'est quand même un film plus intéressant que Boy Meets Girl en ce sens, parce que on voit la beauté du geste à travers tout le film, malgré tout. Complètement. Donc voilà, la beauté de l'acteur aussi. Pour ajouter à la beauté du geste, on a aussi la beauté des relations. Là, les relations amoureuses ou érotiques, elles sont beaucoup plus douces, je trouve, paradoxalement, parce qu'on est en plein sida, en pleine période beaucoup d'incertitudes et tout ça, et en même temps, du coup, ça fait un peu ressortir davantage l'amour qui peut exister, très diffus, très mélancolique et tout ça. Mais quand même, tu vois, je reviens sur le film, et quand même assez beau, quoi, finalement. Parce qu'il quitte Julie Delpy avec tristesse, déjà. Je pense qu'il est très dépité, en fait, de la quitter. Même si après, elle revient parce qu'elle est super résiliente. Et bon, voilà. Mais après, il y a quelque chose, alors que moi, je trouve un peu nul, mais qui est beau dans la référence, c'est qu'il repère donc Juliette Binoche dans le bus et tout. Il y a une rencontre assez truffaldienne finalement. Voilà, je l'ai dit, j'ai dit le mot interdit. Mais il la repère et elle est là, un peu mélancolique dans sa robe, très virginale et tout ça. Ben voilà, hein, c'est une apparition. Et là, il est fasciné, on pourrait dire qu'il fait le stalker, hein, mais il s'avère que finalement, ils vont se retrouver parce qu'ils doivent bosser ensemble. Donc au final, bon, c'est un peu déconstruit parce qu'elle n'est pas du tout innocente, ni virginale, ni rien, puisque elle est avec Michel Piccoli et qu'elle s'accroche à lui et, dans toutes les épreuves. Donc ça reste quand même un personnage qui, moi, m'a pas trop touchée, hein, parce que bon, voilà, elle est pas incroyable non plus, puis je suis pas hyper fan de Juliette Binoche, mais qui est quand même un personnage fort malgré tout. On progresse, quoi, en gros. Je trouve qu'on progresse, quoi. Et puis le personnage d'Alex qui, finalement, il essaye de lui imposer ses propres choix à plusieurs moments. Parce qu'en fait, lui, il veut pas qu'elle soit avec Michel Piccoli, avec Marc, et il essaye de faire passer ça pour un acte juste, alors que c'est essentiellement parce que lui est amoureux d'elle. Oui. Et il veut pas que leur relation continue, alors que, envers et contre tout, peut-être contre une certaine morale, leur relation existe. Et elle est amoureuse. Elle prend soin de lui. Elle prend soin de lui, elle l'aime, elle refuse de le quitter, et lui, alors qu'il a quitté Julie Delpy pour une question d'âge, elle lui dit parce qu'il était trop vieux pour elle. Donc là, forcément, il revoit sa propre chose. Il revoit sa propre relation dans celle-ci. Et donc ce miroir ne lui plaît pas forcément. Ouais. Il y a cette idée du miroir, parce qu'à un moment, ils se regardent tous les deux dans le miroir, et il dit « Regarde ce couple là-bas, au loin, au fond du restaurant, et tout », alors qu'ils parlent d'eux-mêmes. De la même manière, quand ils vont sauter en parachute, lui veut décider à sa place qu'elle ne saute pas, il veut pas qu'elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Elle ne et dit il rien veut décider et elle saute, l'ordre de passage, tout ça. Il veut la protéger contre son propre gré. On continue un peu
ce second degré point d'interrogation de Boy Meets Girl, avec la masculinité est très violente, mais un peu ridicule en même temps, parce que, au final, voilà, c'est ça qui différencie les Oscarax de la nouvelle vague aussi. Les femmes font quand même ce qu'elles veulent, en fait, au final. Si elles veulent rester avec Michel Piccoli, ou comme Julie Delpy, revenir à la fin du film dans Mauvais Sang pour essayer de récupérer Denis Lavant, elles peuvent, quoi. Et elles sont pas forcément rivales ou jalouses ou quoi. Au contraire, elles cherchent l'amour, c'est un peu cliché, et ça s'arrête là, parce que les personnages sont pas hyper creusés dans les deux films, hein, j'assume de dire ça, c'est sûr. Mais elles cherchent quand même à être heureuses. Et pour ça, c'est pas mal, quoi. Mais bon, ça pourra aller plus loin, mais... C'est pas des drames psychologiques. Oui, voilà, c'est bon, voilà. Ça passe, cette vocation. Et puis ça reste des trucs très autocentrés aussi, donc c'est normal que ce soit surtout le personnage central qui soit très développé et au fond de la psyché duquel on va. Oui. C'est compliqué, mais... Mais oui, je trouve ça intéressant, du coup, dans la relation qu'il y a, du coup, dans ce trio Piccoli, Binoche, Denis Lavant. Du coup, c'est Denis Lavant qui rentre dans cette relation, donc avec ce décalage d'âge. Et en fait, lui, arrivant comme Léos Carax, rempli de références, rempli d'un idéal, d'un romantisme d'une autre époque, d'illusion, et il arrive et il se rêve d'être du coup l'amant qui se débarrasse du mari et qui se débarrasse du père incestueux. Oui, parce qu'il se bat avec lui à un moment et il lui fait très mal. Et donc, ce que lui rêve, c'est ça. C'est de prendre cette place-là, donc de reprendre la place... Du mal dominant. De reprendre la place du père. Et donc, il se rêve comme dans des films des années 30. Oui. C'est pas pour rien que j'ai dit le père incestueux, c'est l'expression de Burch et Cellier sur le cinéma des années 30, et du coup de zigouiller le père. Michel Piccoli remplaçant Michel Simon, dont il porte le même nom, et donc il y a une similitude dans la carrure en fait, et donc il veut rejouer le dernier tournant, il veut tuer Michel Simon du dernier tournant, et épouser la femme. Sauf que ça ne marche pas. L'époque a changé, l'homme qui fantasme sa vie selon des références passéistes se heurte à la réalité. La réalité qui est Juliette Binoche fait ce qu'elle veut et Michel Piccoli ne va pas mourir sous ses coups. Exactement. Parce que on ne tue pas un homme comme ça. Et pareil dans Boy Meets Girl, il le tue pas, hein, son ami là. Il n'y arrive pas, il le pousse dans l'eau mais il le tue pas quoi. Non, effectivement, je trouve ça intéressant quand il y a cette référence cinéphilique mais qui amène Denis Lavant toujours dans le passé et à la fin il va mourir. Oui. Et c'est là où je te rejoins sur le fait qu'il y a une ironie qui est présente dans le film, c'est que c'est un personnage qui passe son temps à dire que, et tous les personnages en fait passent leur temps à dire qu'il faut vivre intensément, il y a une espèce de peur de la vieillesse, de la mort, mais non pas de la mort, justement la vieillesse. Il faut mourir vite, il faut mourir jeune. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est beau de mourir jeune. Et à la fin, quand il meurt, il se rend compte que non, il le dit. Il dit « J'ai vécu ma vie comme un brouillon dans tous les sens, quel foutoir », citation du film. Et il dit en fait que à vouloir partir dans tous les sens, il a oublié de trouver un sens à sa vie, et qu'en fait, mourir jeune ne sert à rien. Donc il y a un regard ironique sur la propre morale romantique du film, qui pourtant présente, parce que le film remplit de citations, de trucs. Hans qui dit à Alex si tu payes les femmes tant que tu es jeune, tu t'apercevras moins vite que tu vieillis. C'est une phrase d'une tristesse absolue. Oui. Et le film est rempli de personnages qui ont mal vieilli. Enfin, le film fait référence à Céline. Le film présente un personnage qui est amoureux d'une femme très jeune. Le film donne un rôle à Serge Reggiani. On l'a dit, c'est magnifique, mais c'est déchirant de le voir, Serge Reggiani. Il est très vieux. À ce moment-là, non, il est pas vieux. Ah bon ? Il est pas vieux, il est alcoolique depuis 30 ans. Ah, c'est pour ça. Et c'est d'une tristesse. Reggiani, il est mort très jeune, en fait. Enfin, très jeune. Ça va, mais il est mort assez jeune. Et s'il apparaît plus au cinéma après les années 50, c'est parce que il n'en est pas capable. C'est l'un de ses seuls rôles de la période. Et en fait, c'est pour ça qu'il devient chanteur aussi. Ça va devenir sa bouée
de sauvetage, voilà, sa bulle d'oxygène. La musique, ça qui va l'aider. Et donc c'est beau de mettre une musique de lui, et en même temps c'est super triste quoi, de voir, c'est des vieux un peu dépassés, tous ensemble, quoi. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses très belles dans ce film, et on n'a pas parlé quand même du plus important, c'est-à-dire de Denis Lavant, de tout ce qu'il fait dans ce film, de toute la panoplie de ce qu'il montre en termes, pas forcément de jeu, mais de mouvement, en termes d'effets. Donc on a parlé des cartes, et la ventriloquie, même si je sais pas si ça en est vraiment, mais en tout cas le personnage fait de la ventriloquie, et surtout cette scène, Oui, la scène que tout le monde connaît normalement, sur du David Bowie. Modern Love. Juste après du Reggiani, du coup. Voilà, donc là, l'ancien, le nouveau, le décalage. Et la course, seule, devant des espèces de palissades, sur un magnifique travelling, enfin plusieurs travelling d'ailleurs techniquement, parce qu'il y a des couples, de Denis Lavant, poursuivi ou poursuivant le cadre. Enfin la scène est magnifique, et elle va évidemment marquer l'histoire du cinéma et la carrière de Denis Lavant. Le film est associé à cette scène, à cette musique, à Denis Lavant. Il y a quelque chose qui n'est pas dissociable. Oui, ouais, alors c'est ça en fait. Pour moi, et pour beaucoup de gens, c'est l'une des plus belles scènes, un des plus beaux moments de l'histoire du cinéma en fait. Parce que on a atteint un état de grâce à ce moment-là. Pour moi, alors, je sais plus exactement le contexte dans lequel se situe cette course, mais il y a quelque chose de l'ordre du cri là. C'est-à-dire qu'il sort, il se met à courir de plus en plus vite, comme une espèce de long cri musical. Ensuite il s'arrête et il revient parce qu'il est calmé, il a un peu tout hurlé, et justement ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que il se rêve un peu en grand héros de cinéma romantique, et là il l'est profondément en fait dans ce moment-là, c'est ça qui est magnifique. Et ce qui est encore plus dur, c'est qu'il l'est plus après, parce qu'il revient en courant dans la boucherie, sans la musique, en petite foulée, sans la musique, et c'est retour à la réalité quoi. Et pour moi c'est ça qu'il y a de plus à la fois drôle et en même temps un peu triste, et en même temps assez chouette chez Léos Carax, c'est le retour brutal à la réalité. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est facile à ressentir aussi, hein. Peut-être que c'est trop facile même, mais le moment où on arrête de rêver et où on se rend compte que le présent correspond pas du tout à ce que nous on imagine, ça c'est un tourment d'artiste, tu vois. En vrai. On se rêve en grand assassin. Voilà, c'est le truc des premières fois dans Boy Meets Girl aussi, c'est qu'il note les premières fois avec fièvre, avec assiduité, mais au final il oublie de vivre dans le présent, il est complètement à côté de la plaque au final. Et même à la fin, des deuxièmes fois, des troisièmes fois, des quatrièmes fois, parce que voilà, et même à la fin quand il se jette, je sais plus qui est l'actrice, mais quand il se jette pour l'enlacer, un geste d'amour qui se transforme en geste de mort, et le film se termine dessus, et ça c'est super triste quoi, tu vois. Ça c'est super c'est le drame, c'est le retour à la réalité, mais c'est aussi l'amour du... Ben oui, mais justement, tu vois, du drame. Lui est revenu la voir, croyant la sauver. Il se jette vers elle pour l'enlacer parce que, oh, mon Dieu, elle est vivante, incroyable. Et dans le moment où il le souhaite le moins, il devient le héros tragique. C'est terrible, hein, c'est la tragédie grecque, on est vraiment là-dedans. Et dans Mauvais Sang, pareil. C'est pour ça que c'est ironique, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ça. En revoyant Mauvais Sang, je me suis rappelé... cette phrase que j'adore de Vincent Lacoste dans Victoria, qui dit « T'as le sens du drame anormalement développé ». Oui. Mais tous les personnages de Mauvais Sang ont le sens du drame anormalement développé. Oui, clairement. Donc c'est vraiment... C'est la tragédie grecque, c'est le... Oui, en fait... Tout est drame, tout le temps. Et la fin du personnage est le drame ultime de la jeunesse qui a explosé en vol. Et finalement, du coup, le film nous dit, pas si bien. Ça vaut pas le coup, en fait. Hein. Voilà, on comprend. Voilà, c'est un film fait par quelqu'un qui vit dans ses références, dans cette cinéphilie, dans ce romantisme absolu. Et effectivement, c'est un film qui s'adresse aux gens qui le vivent aussi, pour leur dire, ouais, ok, c'est beau, on fait un film, c'est beau, venez, c'est magnifique. Quand même, ça reste qu'un film. Voilà, ça reste qu'un film. Oui. Et de fait, il est encore vivant et en bonne santé aujourd'hui. Hein. Heureusement pour lui. Mais du coup, c'est pour ça que finalement, ce que j'aime bien avec ces films-là, c'est de pouvoir en reparler.
parce que je me rends compte du fait qu'ils sont pas complètement hors sol, on va dire, et qu'il y a une ironie assez délectable, et je pense que je vais en retrouver dans les films d'après. Mais voilà, et après, oui, Denis Lavant, il explose vraiment avec ce rôle-là. Il joue plus d'ailleurs, hein, je trouve. Il y a vraiment un bon emploi de l'acteur dans ce film-là. Il est très beau, il est très magnétique. Et comme tu l'as dit, il y a toujours l'érotisme qui se dégage de lui, mais presque naturellement, quoi. Et ça, on le reverra surtout, à mon avis, dans Beau Travail de Claire Denis. Hein, voilà, clairement. donc ça, j'ai très hâte d'en parler, pour le coup, de celui-là. Ce sera chez une cinéaste de l'érotisme, Tout à fait, oui. l'érotisation des corps. Oui, si on est passé chez Juste Jaéquin, quand même. Ne brûlons pas les étapes. Mais voilà, mais Mauvais Sang, c'est un film c'est un film particulier. important. Je pense qu'il faut accepter, pour rentrer dedans, il faut accepter beaucoup de choses, il faut laisser beaucoup de choses sur le pas de la porte, vraiment accepter sa poésie qui nous est envoyée vraiment tout du long. Ouais. Mais mais si vraiment on s'immerge dedans, je trouve dans son rythme, dans sa lenteur, dans sa succession d'événements, je trouve qu'il est rempli de belles choses. Et je veux dire, il y a effectivement ce drame, cette tragédie dont on a parlé, et on retrouve encore ce côté enfantin. Oui, à plein de moments, la bataille de Moussa Rasé avec les Binoche, le moment où il y a tout le truc très poétique avec le bébé sur le coin de la palissade, et Denis Lavant qui arrive en faisant le bébé, et les jeux qu'il fait pour la faire rire, il y a encore quelque chose de l'innocence, de l'innocence du jeune homme, et en même temps du trouble du jeune homme qui va mourir trop vite, qui fait l'amour moderne, etc. C'est ça. Voilà. C'est très Arthur Rimbaud, quoi. Complètement Arthur Rimbaud. De toute façon, il me semble que le titre Mauvais Sang fait référence à une saison en enfer de Arthur Rimbaud. Tout à fait. Donc voilà, on est clairement là-dedans, c'est pas anodin. Ouais. Donc voilà, et alors qu'en plus, le titre, on pourrait croire qu'il est complètement inventé parce qu'il est cohérent avec l'idée du sida. Ouais, mais il est cohérent avec et en fait, il fait référence à un truc. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on pourrait parler longtemps, moi je pourrais parler longtemps de Mauvais Sang. Moi aussi, je suis pas vraiment fan du film, je suis pas particulièrement touchée par lui, c'est encore une fois un cinéma qui m'atteint assez peu, mais je le trouve très intéressant, parce qu'on échange... il y a plein de strates à décoder, et même si c'est au visionnage, c'est pas super fun, je trouve, mais c'est vraiment intéressant, c'est assez unique aussi, donc c'est plutôt chouette. Et donc je disais donc qu'on pourrait parler longtemps de ce film, mais on va passer au suivant. Donc le film est un succès. En 87, Denis Lavant joue dans un film qui s'appelle L'Étendue, réalisé par Gilles Marchand. C'est un court-métrage, c'est le premier film de Gilles Marchand. Gilles Marchand qu'on retrouvera plus tard, réalisateur du film Qui a tué Bambi, et surtout scénariste chez Dominique Moll et... Laurent Canter, Robert Campillo, ce genre de cinéaste français. Le film est introuvable, donc nous on l'a pas trouvé. Si vous l'avez, si vous avez le contact de Gilles Marchand, voilà, n'hésitez pas. Le film est passé au Festival Premier Plan d'Angers à l'époque, mais on n'en sait pas beaucoup plus, on sait le synopsis, ça se passe dans un hôpital, c'est légèrement horrifique, science-fiction. C'est ça, il y a un interne qui veille au chevet d'un patient qui a je ne sais plus quelle maladie, qui est dans le coma. Qui est dans le coma, voilà, qui est végétatif. Voilà, et donc Denis Lavant qui tourne autour d'un malade végétatif, d'un corps inerte. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. Et en 89, donc 3 ans après Mauvais Sang, effectivement les gens ne sont pas bousculés au portillon pour engager Denis Lavant. Ce qui prouve que c'est quand même un acteur de niche. Qui continue à jouer au théâtre. Et en 89, il joue dans un film surprenant, un film qui s'appelle Un tour de manège, réalisé par Pierre Pradinas, en 89. Et donc c'est un film dans lequel il y a, pour les rôles principaux, François Cluzet et Juliette Binoche. Et on a Denis Lavant dans un rôle très très secondaire. Le genre personnage qui s'appelle Perville. Voilà, qui a vraiment une grosse scène, et après il réapparaît. Et donc, de quoi ça parle ce film ? On suit le personnage de François Cluzet, donc qui s'appelle Al, qui est un jeune homme un petit peu galérien, on va dire, comme il en a joué au début de sa carrière, qui a une relation amoureuse légèrement
complexe avec Juliette Binoche Ouais. qui joue Elsa. Alors au début du film, on apprend qu'elle l'a quitté, enfin qu'elle est partie, plus précisément. Et dans une scène où donc Hal se pleure à chaudes larmes en expliquant qu'Elsa, sa petite amie, est partie. Donc voilà, c'est... Après, elle arrive dans le film, mais un peu plus tard. Et donc, alors, c'est pas très clair, mais le Hal et sa bande de copains cherchent à monter une affaire, en fait, d'import-export. Oui. Et donc, ils galèrent un petit peu, notamment auprès des banques, parce qu'ils demandent des prêts, mais ça marche pas trop. Donc voilà, c'est surtout les errances de Hal et un peu de ses potes. Et du coup, dans le même temps, le personnage de Hal est repéré pour jouer dans un film, ce qui l'emballe pas plus que ça, mais il dit pourquoi pas. Il se retrouve à être hébergé chez un mec très riche dans un grand appartement parisien, et il va jouer du coup dans un film de Ricardo Freda, qui joue son propre rôle dans le film, ce qui est très surprenant. Oui. Et c'est à ce moment-là que dans les amis un peu riches du type qui l'héberge, chez qui il fout le boxon d'ailleurs, il rencontre le personnage de Berville, joué par Denis Lavant, qui est du coup un pote riche, oisif, qui dit ne pas travailler. Un jet-setter. Jet-setter, donc un rôle très surprenant par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ouais. Un personnage qui joue beaucoup moins sur sa jeunesse, qui Oui. est toujours un peu louvoyeur, mais cette fois beaucoup plus lourd, quoi. Et plus stéréotypé plus aussi. stéréotypé, et voilà, qui est vraiment un espèce de cliché Ouais. du type riche, qui se croit tout permis, qui vit un peu dans un monde à part de fêtes et de bordel, et qui va du coup emmerder Elsa. Voilà. Donc on retrouve le couple Denis Lavant, Juliette Binoche, mais cette fois beaucoup plus conflictuel. Ouais. Et le personnage de François Cluzet qui ne va pas plus que ça aider sa copine à se débarrasser de ce gros lourd. Voilà. Le film, encore une fois, on est sur quelque chose au scénario très décousu. Ouais, ou rien n'a de conséquence. Voilà, aussi, donc, on suit un peu une errance, mais avec quand même quelque chose de plus réaliste, beaucoup moins dans la poésie que le cinéma de Léos Carax. C'est presque social. en Voilà, fait, on est inscrit dans quelque chose de la galère financière, des appartements miteux parisiens, de chercher des boulots, chercher des prêts, mais du coup, voilà, moins poétique et clairement moins bien comme film. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film ? Je l'ai vu un peu dans un état second. On est devant un film qui se prend très au sérieux, quoi, qui essaie de raconter des choses très importantes et de faire une espèce de critique sociale de la vie et tout ça, quoi, avec ces riches nantis qui respectent rien, qui sont très maniérés. Mais justement, moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Pas le film, mais le truc des riches nantis. Mhm. Parce que Denis Lavant, il se comporte vraiment, il est très maniéré en fait. On serait presque sur un cliché d'homosexuel s'il tentait pas de draguer Juliette Binoche en fait, de faire le gros lot. Et encore que, on sait pas trop, mais il est en costume avec ses lunettes de soleil et son gros nœud papillon rose, je crois. Et c'est juste assez marrant de le voir comme ça, quoi. D'être très décomplexé, quoi. De vraiment jouer les ordures comme ça. Donc je pense que ça l'amuse, j'espère en tout cas. Oui, il a l'air de s'amuser. Il a l'air de s'amuser, hein. Mais voilà, sinon le film, Le film c'est chaud, est une catastrophe Ah ouais, c'est à tous chaud. les niveaux, visuellement, en termes de son. C'est vraiment, donc on est sur un premier film. Le scénario n'a pas grand intérêt, rempli de dialogues absolument fous, absolument... Quel illogisme, vraiment, qui a écrit ça. J'ai noté, c'est pour me raconter des salades sur les marins que tu m'appelles. Pour bien comprendre la relation de couple entre les deux, c'est vraiment super. Tu vas quand même pas vivre dans un taudis à manger des salsifis. Ce à quoi François Cluzet lui répond, c'est quoi le problème des salsifis ? Ouais. Très bonne question, François. Très C'est quoi le bonne problème des question. salsifis ? Un film dans lequel on voit Cluzet à poil la moitié du temps, sans grande raison. Et celle que j'ai absolument adorée, c'est quand même un des potes de Cluzet, alors je crois qu'il lui raconte un rêve, et il lui dit « Je me retrouve dans une épicerie arabe
mais en voiture. Donc ils foncent en voiture dans une épicerie arabe, et pareil, ils défoncent tout. Et juste la phrase, je me retrouve dans une épicerie arabe, mais en voiture, m'a fait hurler de rire. Après, pour le reste, c'est vraiment pas passionnant. Non. On l'a dit, le son est assez catastrophique. Oui, Alors ouais, on a eu accès à une copie dans un très mauvais état, assez moche, daté, peut-être un rip de VHS avec des sous-titres anglais, il n'y avait rien qu'à l'est, mais clairement c'est pas la faute de la copie, le film. Ouais, il y a un mixage qui a clairement un problème en fait. Et avec une musique, j'ai noté une musique horrible qui revient tout le temps, un peu expérimentale. Et en même temps un peu film érotique. J'ai noté une musique qui oscille entre Hélène et les garçons et l'AVC de Pierre Boulez. Voilà, elle devient très vite insupportable, c'est la même tout le temps. J'ai mal à la tête. Elle est partie. Tu vois mes yeux? Oui. Il neige. Des petits points blancs. À quoi tu penses? Ni pour toi. Une espèce de musique atonale, mais en même temps qui fait référence à un truc de soap ou de film porno. C'est ça. Et comme tu l'as dit à un moment pendant le film, c'est un porno qui démarre jamais. Exactement, ouais. C'est vraiment ça, c'est... des dialogues de porno et de temps en temps, quand même, des cadres un petit peu travaillés, s'il faut reconnaître un... Alors, on sent que on est dans un cinéma d'auteur, très indépendant, de gens qui se connaissent. Du coup, c'est le seul film, il me semble, de Pierre Pradinas, qui est un metteur en scène de théâtre, encore aujourd'hui. Et donc, il travaille avec sa troupe habituelle, enfin, des gens qu'il connaît déjà. Donc, on est dans un truc très, très niche. Très fermé. Et voilà, on sent qu'il y a des moments où il a envie de montrer des trucs, de montrer des effets, des machins. Et il y a des cadres qui sont effectivement plutôt jolis, mais ils sont pas aidés par le reste du film. Bah non, enfin c'est... oui, dans la musique, je rajouterais même qu'il y a des sons qui ressemblent à des grincements de porte. Oui. J'ai aucune idée de comment ils ont fait ça. Ça ressemble vraiment à des grincements de porte, je vous jure. C'est probablement des grincements de porte, hein. Grincements de porte où ils font un truc bizarre avec une guitare électrique, mais... Je pense que c'est des grincements de porte. Je pense que c'est... Le type s'est dit qu'il était le nouveau Pierre-Henry, il allait refaire variation pour une porte et un soupir. De Pierre-Henry s'est dit tiens, je suis le nouveau dieu de la musique concrète. Non, ça n'a pas marché, désolé. Non, c'est vraiment terrible. Ouais. Et puis, ouais, sur le truc du porno qui ne démarre jamais, il y avait la musique qui me laissait penser ça. Et il y avait vraiment le scénario, enfin la trame de Juliette Binoche qui est partie, mais à un moment elle revient, puis elle repart, puis elle revient. Et donc du coup je me demandais à un moment quand est-ce qu'ils allaient conclure en fait, tout simplement, parce que le film, comme j'ai dit, il n'y a aucune conséquence nulle part, il n'y a rien qui est conclu. À un moment ils mettent le bazar dans l'appartement d'un gros producteur, donc très bel appart parisien. On voit jamais vraiment les répercussions de ça, parce que le producteur il revient après sur Paris, il organise il y a une fête qui est organisée, et il mentionne jamais en fait le fait qu'on a détruit son appartement, donc bon voilà. Et à la fin du film, Juliette Binoche décide de s'en aller à nouveau avec un regard déçu, parce que je sais pas, son copain est devenu un anti qui va jouer dans des films de Riccardo Freda qui... pour ceux qui ne savent pas, c'est un réalisateur de série B italien, donc c'est pas exactement le grand cinéma d'auteur, quoi. Non. On se demande vraiment ce qu'il fait là, quoi. Enfin, oui, ouais, vraiment. Caméo absolument absurde. Si quelqu'un a la réponse, parce que vraiment, c'est très improbable qu'il soit là, quoi. Donc oui, le film il est même pas si drôle que ça, en fait. Nous, on l'a regardé, la plupart du temps, il se passait pas grand-chose, avec des répliques, assez absurdes, mais il se passe rien, quoi, dans le sens où il y a des événements qui n'ont pas de conséquences, donc rien n'avance jamais. C'est François Cluzet, il a jamais vraiment de problème finalement. Voilà, il se passe un tas d'événements, se pas relier les uns entre les autres, et à un moment, paf, Denis Lavant, il apparaît, on est content, il repart, et voilà, ça reprend, quoi. Et on se retrouve avec François Cluzet. Super. Je suis quand même dans les éléments drôles, moi j'avais noté... Il y a une entrée de chant arrière de François Cluzet quand il fait du rameur torse nu. Ah oui. Absolument génial, où du coup il y a un cadre, il y a rien, et puis d'un coup il y a François Cluzet qui arrive de dos arrière, enfin de côté arrière, enfin voilà, parce qu'il fait du rameur, sauf qu'au début on sait pas qu'il fait du rameur, donc c'est absolument improbable comme entrée de chant. Bah moi j'ai cru que c'était une scène d'amour ou quoi en fait. Ouais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et non, sinon c'est quand même intéressant de voir le film parce que
il fait relativiser beaucoup le cinéma de Léos Carax Oui. juste après, Clairement. parce qu'on retrouve des choses, on retrouve en tout cas une même volonté dans le cinéma d'auteur, très visuel, pas tant que ça psychologique, j'ai l'impression. Avec des jolies femmes. Voilà, il y a des échos, ne serait-ce que le couple Binoche-Lavant, volontaire ou non, c'est quand même un écho fort. Mais moi j'ai noté, c'est la version moche d'un film de Carax, quoi. Exactement, ouais. Parce que je me suis fait la même voilà, réflexion. c'est pas beau, le film est Ouais. vraiment pas beau, c'est son grand défaut. Ouais. Au-delà de pas raconter grand chose et de recycler beaucoup d'éléments. Voilà, Carax il fait un peu quelque chose quand même de sa cinéphilie. Là vraiment c'est un peu absurde comment on nous balance à la gueule Ouais. les références. Pour revenir sur les 4 nuits d'un rêveur, on a François Cluzet qui s'enregistre sur un magnéto. Oui, c'est vrai. Parce que ça me fait partie. Bien sûr. C'est, là vraiment c'est bien pathétique. Et qui s'écoute en plus Et qui après. s'écoute donc, après en boucle. vraiment, Mais ouais, non, et vraiment ça cite des références d'autres films. C'est Ouais. assez terrible. Ouais. Denis Lavant n'apparaît pas beaucoup. Je pense que pas grand monde ne se souvient de ce film dans sa carrière, que ce soit Binoche, Cluzet ou Lavant. C'est très voilà, bidon. il n'y a pas eu de suite du coup dans la carrière de Pradinas. Même si on va retrouver quand même des choses autour de Pradinas. On n'a pas. Oui, teasing. Voilà, on va retomber un peu sur lui. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on peut passer au dernier film, ça fait déjà un moment qu'on parle. À moins que tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Et ben on va passer du coup au dernier film de notre sélection de ce premier épisode, pour conclure. Donc, Mona et moi, de Patrick Grandperret, sorti en 1989, donc la même année a priori que Un tour de manège. Et donc là, on voit un peu plus Denis Lavant. Donc déjà, c'est plus intéressant, même si ça rattrape pas complètement les choses non plus. Hein. Du coup, pour résumer l'histoire, donc Denis Lavant joue le personnage principal, il joue Pierre, donc c'est le moi du titre Mona et moi. Il est dans une relation avec Mona, jouée par Sophie Simon. Il vit dans un chantier, un espèce de chantier d'espace sportif, dans lequel il a le droit de squatter avec ses potes, parce que plus ou moins le responsable du chantier ou le propriétaire est le père de l'un de ses potes. Donc ils vivent dedans, ils ont des petits boulots, c'est des petits galériens, quoi. Et en même temps, ils font de la musique, ils ont un groupe de rock. Lui est plus ou moins leur agent, impresario, producteur, c'est pas bien clair son travail. Et ils veulent absolument organiser un concert d'une star de rock qui s'appelle Johnny Valentine, qui est joué par la vraie star du rock, Johnny Thunders, qui était le guitariste des New York Dolls, et qui à ce moment-là lancé une carrière solo. Le film n'a pas pu lancer sa carrière d'acteur puisqu'il est mort juste après, dans des circonstances très rock, faut dire simplement. Et donc voilà, ils ont ce type qui est un peu paumé, qui parle pas français, qui prend beaucoup de drogue, qui visiblement en prenait sur le tournage. Oui. Voilà, ils doivent récupérer de l'argent pour pouvoir organiser le concert. Et donc ils vont faire des petites escroqueries, des petits trucs pas très nets pour récupérer l'argent, pour pouvoir faire le concert, pour lancer plus ou moins leur carrière. Et dans le même temps, Johnny Valentine va essayer de piquer Mona, elle va y arriver. Voilà, piquer Mona à Denis Lavant. Et du coup, celui-ci n'est pas très content. Donc, Ouais, mais en même temps, il admire tellement Johnny Valentine que ça le dérange pas tant que ça. Sachant que dans les moyens de gagner de l'argent, on se pose la question de prostituer Mona. Ouais. Mona tout à fait. qui, durant tout le film, n'a absolument aucun libre arbitre, on va dire. C'est une poupée qui elle est la complète galatée de Denis Lavant. Oui, c'est ça. Qui lui fait faire du tango et on ne saura jamais pourquoi. Bah, en fait, au début, elle est caissière, puis elle a un style un peu sage avec une jupe longue et tout. Puis elle l'emmène dans son hangar voir ses potes et tout. Donc là, elle traîne un peu avec eux, mais elle est toujours un peu derrière. Voilà, elle suit, elle rigole aux blagues. Et à un moment, il l'a fait travailler dans un bar justement où elle fait du tango. Elle en fait pas très bien d'ailleurs, hein, désolée. Et après, c'est dit qu'elle travaille là et qu'elle est très demandée par les gens qui font du tango. Donc elle est très demandée donc, pour danser. Voilà, donc c'est une danseuse, performeuse, voilà. Mais on ne saura pas pourquoi il a décidé qu'il fallait qu'elle fasse du tango. Bah non, elle dit juste... Et qu'elle fasse... voilà, qu'elle prenne des cours, il lui paye des cours. Ouais. Donc
Il dit juste que caissière, c'est pas pour elle, en fait. Donc voilà, c'est assez gênant de tout le film, Oui. c'est ça. Mais sinon, pour le reste, c'est une vraie capsule temporelle, moi j'ai trouvé, de la fin des années 80, dans ces espèces de loupards pathétiques, dans la scène au Leclerc. Vraiment, on est au Leclerc et on achète le Énergie Boulevard des Hits en CD en 89. Vraiment, quel plaisir. Mais sinon, moi je sais pas quoi faire de ce film. Je sais pas ce qu'il raconte. C'est quand même très long parce que c'est beaucoup de moments où juste Denis Lavant comprend rien parce que tout le monde parle en anglais. Beaucoup de quiproquos, enfin qui n'en sont pas, juste des dialogues franco-anglais, des traductions, des trucs lourds. Ça prend de la drogue, ça parle en français, ça parle en anglais. J'ai noté les faux The Cure qui arrivent à l'aéroport parce que vraiment ils sont ridicules. Oui. Bon, c'est un vrai rocker, il ressemble vraiment à ça, mais c'est quand même assez... C'est très daté. Ouais. Assez daté, et puis c'est très aléatoire. Enfin, du coup, Johnny Valentine qui dit quand même « Je vais faire un mini-opéra sur l'Holocauste ». C'est vrai. On ne reviendra jamais sur cette phrase, simplement il dit « Mon projet, c'est de faire ça ». Puis après, juste on va faire des concerts. C'est très aléatoire. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé, moi, que le film soit un peu mieux avec cette actrice, parce que même si là, elle apparaît absolument pas, elle est très sympathique, elle est très jolie, elle a eu quelques tout petits rôles par la suite, notamment chez Claire Denis, on la retrouve, et chez Clapiche. Aujourd'hui, elle est romancière. Je sais, j'ai pas lu du coup les livres de Sophie Simon, c'est peut-être très bien, mais bon, effectivement, elle n'a pas été gâtée par le cinéma français à l'époque. Et voilà, je sais pas si elle l'a bien vécu, mais en tout cas, elle n'a pas été très gâtée par ce rôle et par une carrière qui a jamais vraiment décollé malheureusement, contrairement à celle de Denis Lavant. Mais c'est pas ce film qui l'a fait décoller, quand bien même Grand Perret a refait des films, a eu une petite carrière malgré tout, un petit succès d'estime par la suite. Et même on a découvert une rétrospective à la Cinémathèque française. Alors faudrait voir les autres films, je sais pas si on en a envie, mais faudrait voir les autres films. Bref, on a un camarade qui a beaucoup aimé ce film-là, il faudra qu'il nous explique un jour. Oui. Mais là je comprends pas, vraiment, je comprends pas le but du film. Je comprends pas ce que ça raconte, je comprends pas la relation entre les personnages. J'ai noté, ça fait vraiment Belle et le Clochard, parce que il est juste pathétique tout du long. On n'a même pas de plaisir à voir Denis Lavant dans ce rôle. Moi, j'ai pas eu de plaisir, quoi, parce que il est juste un rôle lourd à la ramasse de la vie, quoi. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, hein, vraiment. On est unilatéral sur ce film. Je trouve qu'il avait, au début en tout cas, la même vibe un peu sociale, un peu vite fait documentaire que Un tour de manège, donc ce qui me fait me dire que c'était un peu dans l'air du temps à l'époque, et que ça rappelle encore Léos Carax en beaucoup beaucoup moins bien, mais en même temps pas tout du long, donc c'est particulier quoi, parce que le personnage féminin il est vraiment inexistant. Du coup ça me fait me dire, au début je pensais que c'était un peu juste à la mode de représenter des relations amoureuses entre jeunes, un peu diffuses, un peu complexes et tout ça, comme Léos Carax, c'est Un tour de manège, mais en fait en regardant les dates de sortie des films, donc Léos Carax début des années 80, 83, 84, ces deux films-là ils datent de 89, donc bien après, donc je pense que c'est plutôt Léos Carax qui a fait germer cette idée de représenter des relations de couple hétéro complexe entre guillemets, même si là c'est carrément inexistant. Donc je me suis dit que les personnages secondaires c'était encore les plus drôles, parce qu'ils ont des gueules pas possibles et qu'ils ont une caractérisation de personnage qui est absurde. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, mais il se trimballe avec un flingue sur lui, il a toujours des lunettes de soleil et il a un serpent qui s'appelle Gaëtan. Donc voilà, ça c'est complètement aléatoire. Et j'ai noté qu'un look improbable de chouette avec un mulet. Et une tête de chouette et un énorme mulet. Voilà. J'ai pas vu ça, mais oui, je peux comprendre, effectivement. Donc voilà, pour les acteurs, je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation et très peu de direction d'acteurs. Clairement. C'est chaotique, tout le monde parle par-dessus, enfin tout le monde s'interrompt, c'est bordélique et c'est pas de la bonne impro, quoi. C'est de l'impro où personne savait vraiment quoi faire et du coup, bah voilà, on fait un truc parce qu'il faut bien jouer dans le film. Avec un mec complètement sous drogue au milieu. Ouais, qui a aucune idée de ce qu'il fait là. Qui est trop défoncé pour jouer quelque chose. C'est ça, donc ça c'est un peu triste à voir en vrai. C'est pas très intéressant, donc voilà, c'est drôle 5 minutes, mais après c'est assez pénible à regarder en fait.
Je retiens quand même le fait que si Denis Lavant il est très effacé dans le film, il a aucune... Enfin, ça se voit qu'il a quand même besoin de direction d'acteur, parce que lui-même ne fait pas tout, hein, vraiment, ça c'est très clair avec ce film, je Surtout qu'on lui trouve. donne un personnage, on lui donne un personnage pourri. Oui, c'est ça, Alors en il plus. peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça. Mais je note quand même qu'à un moment, pendant 5 secondes, Benny, il danse. Alors c'est du flamenco ou du tango, mais en tout cas il y a cette petite scène très très courte où il danse un peu, il ondule comme ça, c'est très agréable à regarder, et puis après ça s'arrête. Voilà, donc pourquoi pas plus, je ne sais pas. Mais à la fin du film, il fait du monocycle. Je l'avais précisé au tout début de cette émission, mais Denis Lavant est un circassien, et entre autres de ses nombreux talents, il fait du monocycle, et il précise d'ailleurs dans son livre qu'il allait à la fac en monocycle dans les rues de Paris, donc... Voilà, et donc on le voit à la toute fin du film faire du monocycle sur la plage avec Mona et son pote, et puis c'est encore le moment le plus sympathique du film, je trouve, parce que au moins il s'amuse bien, et puis il traîne entre potes sur la plage. Donc. Sinon j'ai noté pourquoi il y a un gars qui ressemble à Nicolas Sirkis, voilà, je sais plus qui c'est, mais j'ai noté ça. Il y a beaucoup de looks improbables. Et en fait c'est vraiment... oui... Et il y a Jean-François Stévenin, il y a aussi des acteurs improbables. Mais oui, tout à fait. Il y a un tout petit rôle, mais c'est très improbable. C'est ça, ouais, c'est assez... C'est fou, enfin, c'est vraiment Denis Lavant qui a l'air de se balader, l'air perdu entre différentes scènes qui ont même pas forcément l'air d'appartenir au même film. Enfin, c'est très décousu. Des fois, on rigole, mais un peu aux dépens du film, donc ça compte pas. Hein. La plupart du temps, on comprend rien, parce qu'on comprend rien à ces dialogues qui sont murmurés. Ouais, mal mixé. La plupart du temps, c'est... Et là, pour le coup, on avait une copie pas mauvaise. Ouais. Donc aucune excuse. Voilà, on avait la copie du DVD, et franchement, c'est vraiment juste incompréhensible la plupart du temps. Donc, non, c'était vraiment pas agréable à regarder comme film. J'avais noté que tous les personnages ont l'air de vieux ringards que tu veux éviter en boîte. C'est ça. Vraiment, c'est la collection des gros lourds que tu croises et tu fais « Ouh là là, non, j'en ai marre que tu me parles ». Sauf qu'on doit se taper 1h30 de film où il nous parle. Et ça, c'est quand même très chiant. Le point positif, c'est que la musique est pas mal. La musique est mieux, là, pour le coup. Vu qu'on est dans la scène punk et rock de l'époque. Il y a beaucoup de citations de musique existante, de rock. Alors, je crois qu'il y a New York Dolls, il y a eu David Bowie, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, ça, au moins, on passe un bon moment. Et du tango. Et une réplique improbable sur Léon de Chanel, l'ancien président de la Troisième République. D'accord. Voilà, à un moment, ils en parlent. Et ça n'a rien à faire dans la scène. Peut-être une impro. Peut-être. Mais juste, genre, il parle du président qui a sauté d'un train, machin. Et puis le gars se trompe sur le nom. Et Denis Lavant lui dit non, c'est des Chanel. Et on est très content. Bah ouais, on est content de l'apprendre, quoi. Voilà. Et donc, ouais, en termes de scénario, ça va nulle part. Il se fait piquer sa meuf, il est pas content. Il la tue, mais en fait, finalement, non. C'était plus ou moins un rêve, plus ou moins un fantasme, plus ou moins une réalité alternative. Et allons tous sur la plage faire du monocycle. Ouais, voilà. Et puis aussi, à un moment, je sais pas pourquoi, mais il y a une transformation à la Sandy dans Grease. Je sais pas si tu vois, mais en fait, Mona, elle est là. Et à un moment, elle commence à sortir avec Johnny, puis elle disparaît du film pendant quelques temps, et après, elle revient tout en noir avec une permanente blonde et un rouge à lèvres rouge. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est Sandy dans Grease, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait? Est-ce que ça coupe est moche. Ça coupe est moche, ouais, oh là là, quelle horreur. La fin des années 80, c'est terrible. Mais vraiment, c'est... Voilà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est parce qu'elle sort avec un rocker? J'en sais rien, enfin... Je sais pas. Il n'y a aucune construction autour de ce personnage, mais en même temps, il n'y a aucune construction autour d'aucun personnage, donc voilà quoi. Bon, vous l'avez compris, on ne vous conseille pas forcément le film Mona et moi de Patrick Grandperret. Non. De toute façon, il était peu probable que vous tombiez dessus par hasard, tout comme le précédent. C'est ça qui est bien avec les rétrospectives, c'est qu'on voit des films improbables. Exactement, on est content de les voir malgré tout, on est content de les avoir vus. Oui. Ce qu'on peut dire du coup pour conclure de ces 4 longs métrages et ces 2 courts métrages, ça, et quelques petites apparitions. Denis Lavant, c'est un acteur qui est apparu comme une fusée dans le cinéma français. Il est apparu d'un coup, de nulle part, avec directement, parce que bon, les apparitions, on l'a vu, elles sont très minimes, donc directement un premier rôle à Cannes. Donc voilà, il est apparu sur le devant de la scène sans lui-même le demander. Derrière cette collaboration, ces 2 premiers films avec Léos Carax, pendant plusieurs années, il se passe pas grand-chose, et les films qui sortent et dont on a pu parler, ils sont pas forcément passionnants, et donc on aurait pu se dire que tout allait s'arrêter là. Parce que bon voilà, là on se dit,
à la place de Denis Lavant, restons au théâtre, quoi. Voilà, des petites apparitions dans des films de copains théâtreux, un peu indépendants, mais pas forcément beaucoup plus. Et finalement, il a pu exister réellement que chez des cinéastes qui vont avoir une grande carrière par la suite, des cinéastes avec un grand univers qui se construit alors, mais qui se construit avec Denis Lavant. Mais Denis Lavant, le personnage, l'acteur, est-il soluble dans le reste de l'industrie cinématographique ? Pour l'instant, avec ce qu'on a vu là, Ça, c'est pas parti pour. plutôt non. Mais bon, nous, on s'est spoilé, on est au courant de la carrière de Denis Lavant. Donc on sait qu'il va se passer des choses. Et donc ça promet pour l'épisode 2, on va voir l'entrée un peu institutionnelle de Denis Lavant dans les années 90. Voilà, donc ça aura pris du temps, mais ce sera pour le prochain épisode. Et on a hâte de l'enregistrer et que vous l'écoutiez. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir écouté. Donc. Merci, on espère que ce tout premier épisode vous a plu. Il y a sûrement plein de choses qui vont pas, mais promis, on les corrigera avec le temps. C'est notre premier épisode après tout. Exactement. Et puis, voilà, on vous attend pour le prochain. Ouais, merci d'avoir écouté, à bientôt. Salut!